venir. Non, montrer en ordre. Habituel, docteur Amadou Hassan Bouakar, consulariste, ancien chercheur à l'université de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Et en face, il y a docteur Amadou Bounti Diallo, sociopolitologue, ancien chercheur à la retraite à l'université de Niamey. Et l'absent ce matin, aujourd'hui, c'est Traoré Daouda qui d'ailleurs fait son entrée. Donc on va l'accueillir tout de suite. Mais en attendant, je propose de suivre rapidement le menu de Presse Plus aujourd'hui avant de revenir sur ce plateau. Le menu est présenté comme d'habitude par Boubacar Amadou, notre camarade de la rédaction de la télévision Beaufort. Pour cet avant-dernier rendez-vous de Presse Plus de ce mois de novembre 2022, votre émission préférée vous propose deux gros sujets au menu. Le premier sujet sur la justice est titré « Rentrée judiciaire 2022-2023, la justice à la barre ». Le second sujet est lui relatif à la gouvernance, disons à la gestion du pays pour faire plus simple. Il est titré « Renaissance acte 3, le règne du surplace ». Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Voilà, Traoré, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Traoré Daouda, donc journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. Alors, après le menu, le premier sous-thème, vous l'avez entendu dans l'introduction, donc c'est la rentrée judiciaire 2022-2023, la justice à la barre. C'est sur ce titre que nous allons découvrir donc, le résumé de ce premier sous-thème avec Boubacar Amadou que nous retrouvons. Rentrée judiciaire 2022-2023, la justice à la barre. La justice nigérienne était à la barre à l'occasion de la cérémonie de la rentrée judiciaire 2022-2023. À leur tête, le président de la République, l'essentiel des magistrats que compte le pays, se sont livrés à des échanges sans phare sur l'état de la justice au Niger. Et le constat n'est pas reluisant. La justice a besoin urgemment d'être remise sur pied, d'être remise à l'endroit. Rien ni personne n'est épargné. Gouvernement, leader politique, leader économique, magistrats, avocats, justiciables, tout y est passé. Des promesses et des engagements ont été pris. Qu'est-ce qui rend la justice nigérienne si malade? À suivre le débat. Voilà, donc la rentrée judiciaire 2022-2023, la justice à la barre, notre confrère Niger Inter Hebdo a écrit rentrée judiciaire 2022-2023, un stimulus au devoir d'ingratitude du juge. Un stimulus au devoir d'ingratitude du juge, s'interroge le journal Niger Inter Hebdo. Et puis l'actualité, autre hebdomadaire qui titre « La Renaissance acte 3 retrouve-t-elle ses chemins ?» La Renaissance acte 3 retrouve-t-elle ses chemins? Avant de continuer, puis là, une première réaction par rapport à cette rentrée judiciaire 2022-2023, ça a été l'occasion de retrouvailles entre magistrats et autorités politiques. Même si au cours dans les premières semaines où le président a été investi, il a rencontré les syndicats des magistrats et après il se côtoie également au cours des sessions du Conseil supérieur de la magistrature, etc. Mais est-ce que là, c'est vraiment une occasion solennelle, si l'on peut dire, pour se rencontrer, mais surtout échanger et parler franchement? Vraiment, ça fait quand même des années qu'une telle cérémonie n'a pas été organisée dans le pays. Je crois depuis pratiquement 2004, ça n'a pas été organisé. Alors qu'à l'époque, c'était régulé, la rentrée judiciaire, et c'était à cette occasion qu'on posait les problèmes que rencontre la justice.
Et en cela, je pense que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Ça a permis quand même aux uns aux autres de se dire les vérités, n'est-ce pas? Parce que c'est une occasion rare et de manière publiquement. On a entendu les greffes qui ont été reprochées notamment parce que pratiquement c'est les juges qui ont été visés dans cette affaire-là. Parce que c'est eux qui sont quand même les maillons essentiels. Les autres, on peut les qualifier un peu de, comment vais-je dire, c'est des auxiliaires, n'est-ce pas? C'est les juges qui sont, comment dirais-je, le noyau central. Ils sont importants dans un dispositif démocratique. Parce que quand on fait la répartition, la séparation de pouvoir, on parle d'exécutif, on parle de législatif et du judiciaire, qui est là, qui doit normalement coiffer et l'exécutif et, comment vais-je dire, et le législatif. Mais bon, malheureusement, dans le pays, c'est devenu une pratique. On a comme l'impression que les deux autres sont inféodés directement à l'exécutif, je veux dire le législatif et le judiciaire. Et l'exécutif. Oui, Trada. Oui, évidemment. Comme on l'a dit tous ici sur ce plateau, c'est une reprise. Ça fait un peu plus de 8-10 ans que ce genre de cérémonie n'a pas eu lieu. Il faut s'en féliciter qu'on ait voulu, en tout cas, reprendre de la main là-dessus. Mais comme on le dit très souvent, l'essentiel n'est pas de venir faire le show dans une salle quelconque pour dire voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut le faire. C'est ça le plus important. Est-ce qu'à partir de cette rentrée judiciaire, on va observer un changement nouveau dans la conduite, notamment comme l'a dit Hussein, les juges, parce que les autres, je ne dirais pas que c'est accessoire, ils concourent, c'est vrai, mais c'est le juge qui est le maillon essentiel. Et on a entendu tout le monde, c'est que chacun a dit sur le juge dans cette salle. Et mieux, quand vous faites un radeau-trottoir par rapport à cette rentrée, vous aurez 1001 sons de cloche qui vont pratiquement dans le même sens d'accusation pratiquement portée sur le juge. Donc c'est important, mais je pense que ça doit suivre l'évolution des choses aussi. Absolument. Docteur Amadou. Merci, Abdelrahman. En tout cas, c'est une première. Je ne sais pas, parce qu'en 2004, je n'étais pas là, si le président Tanja, en son temps, qui a présidé la rentrée judiciaire, ou bien ça j'ai eu. Mais il me semble que c'est une première où la rentrée soit. Non, la présence du président. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la présence, non, c'est pour la première fois que un président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, quand même a présidé la rentrée solennelle, en tout cas la rentrée judiciaire solennelle. Je pense que c'est en cela que c'est important, peut-être la place que le président accorde à l'institution judiciaire pour rebondir avec ce que Hussein a dit, dans le cadre du principe de la séparation du pouvoir, même comme ce qu'il a dit, en vérité, aujourd'hui, la perception des Nigériens qui est vraie, c'est que le pouvoir judiciaire est également inféodé au pouvoir exécutif, même si l'article 116 de la Constitution le dit très clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est incontestable, puisque déjà il y a eu des réflexions sur d'autres sujets. Jacques Chevalier le dit, le juge est la clé de voûte et la condition justement de la réalisation de l'état de droit. Donc c'est vraiment pour dire que dans le cadre de la construction de l'état de droit, le juge joue un rôle extrêmement important. Et je pense que ce procès, il faut peut-être le dire ainsi, du juge qui a été fait, qui n'est pas du tout, en tout cas plus ou moins indépendant du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, et à l'occasion où le bâtonnier quand même qui a parlé au nom des autres auxiliaires de la justice n'a pas... Ok, d'accord. Donc je pense qu'il a quand même remué le couteau dans la plaie, comme on dit, et je pense que c'est un fait aujourd'hui, le juge nigérien est mis face à ses responsabilités de façon solennelle, où pratiquement, comme Tradam l'a dit, partout quand vous pensez un peu, en tout cas vous discutez avec les gens par rapport à cette cérémonie, c'est le juge qui est indexé. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui au juge justement de jouer en tout cas sa partition pour qu'il ne soit plus peut-être cette personne qui est indexée dans le cadre justement en tout cas du blocus de la réalisation de l'état de droit. On va revenir sur certains aspects. Absolument, tout à fait. Bon, moi je me dis que le juge est indexé simplement parce que le système est politisé. Il ne faut pas charger le juge inutilement. Moi je me dis que c'est simplement parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? C'est que c'est l'autorité politique qui intervient même dans les affectations des juges, dans leur nomination, ainsi de suite. Donc il est tout à fait normal dans ces conditions-là que le juge soit indexé parce que il faut jouer le jeu du système si on ne veut pas se retrouver à l'écart. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le même temps, le président de la République dit effectivement
il constate de lui-même que cette manière de faire là, attente à la probité ou à la neutralité du juge, il fera en sorte que le juge ne soit plus dépendant du politique. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que là, il est en phase avec ce qu'il a promis lors de son discours d'investiture, c'est-à-dire faire en sorte que règne, conformément aux lois, je crois c'est l'article 9 ou l'article 2 de la Constitution, le Niger étant une république sociale et démocratique, que, en tout cas, la justice soit la clé de voûte, en tout cas, du système. Moi, je me dis que, sincèrement, c'est une très bonne chose. Moi, je ne jette pas la pierre au juge, parce que le juge du Nigérien, jusqu'à preuve du contraire, dans la sous-région, même un peu partout en Afrique, est reconnu pour sa probité. Et voilà. Maintenant, le problème, c'est que vous pouvez être probe et vous retrouver influencé par le politique parce que le système est politisé. Mais sinon, franchement, je pense que nous avons l'une des justices les plus performantes de la sous-région. Je pense que nous devrons nous en réjouir. Maintenant, si on peut améliorer le système, comme l'a dit le président de la République, je pense que c'est un plus. Suivant donc la cérémonie de rentrée judiciaire officielle, solennelle, a eu lieu pour cette saison, je le peux dire ainsi, 2022-2023. Et à l'occasion, comme l'a dit tout à l'heure Dr Amadou Hassan Boubacar, oui, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Kadiri, a profité pour brosser le tableau on ne peut plus sombre donc de la justice, de la perception de la justice, des acteurs judiciaires, mais aussi de l'opinion publique nationale. Je vous propose de suivre juste un extrait. Maître Kadiri, bâtonnier de l'ordre des avocats. Durant ces décennies, nous n'avons senti et ressenti une volonté réelle et sincère de faire de la justice une vertu dans la gestion des affaires de l'État, comme c'est le cas. Oui, la corruption a depuis quelques années franchi le mur de notre citadelle, fragilisant davantage la respectabilité de ses acteurs. Le manque d'indépendance, la politisation à outrance de la magistrature lui ont asséné le coup de grâce. Ces derniers temps, les affaires de corruption et d'indélicatesse de toutes sortes en milieu judiciaire ont choqué et gravement discrédité l'institution judiciaire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le traitement partiel dont font l'objet ces dossiers a davantage discrédité la robe. Nous sommes tous interpellés. Il a recensé un peu les problèmes, et c'est des problèmes réels. Si c'est encore le bâtonnier qui vient de le dire, c'est des choses qui vivent au quotidien, mais au-delà des bâtonniers, parce que les avocats, c'est les citoyens, les justiciables qui vont vers les avocats pour les solliciter, pour assurer leur défense. Mais quand les citoyens eux-mêmes sont arrivés à ce constat-là, qu'il n'y a pas une justice véritablement indépendante, moi j'ai dit, dans un pays c'est grave, il faut qu'on se le dise ouvertement. Ce n'est pas la peine de se le cacher. La situation fait qu'aujourd'hui, les gens, même pour des problèmes, ils ne veulent pas, en tout cas, quel que soit, même si des problèmes moindres, ils ne veulent pas aller vers la justice parce qu'ils se disent que ça peut prendre une autre ampleur. Et quand le président a recensé un peu certaines pratiques qui sont courantes au niveau de la justice, je peux citer par exemple le cas des retards au niveau des décisions, tout ça, mais également un peu le blocage de certains dossiers et tout, ou bien le transfèrement des dossiers qui sont civils, on les amène sur le terrain pénal. C'est des choses qui ne doivent pas prévaloir dans une justice saine. Malheureusement, on assiste à des choses comme ça et malheureusement, ça crée une situation de déception. Les gens ont l'impression que bon, ce n'est plus une institution fiable vers où aller quand on a des problèmes, n'est-ce pas? Et moi, j'ai dit qu'à partir de cette rentrée solennelle, il faut que les choses puissent véritablement changer. Parce que sans justice dans un pays, il faut s'attendre à tout. Hein. Parce que les gens, quand ils sont députés, ils savent qu'ils n'ont pas, même si tu as raison, tu vas vers le juge, on te dit que tu as tort, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des règlements de compte et tout et tout. Et c'est en cela qu'on préconise que la justice soit véritablement indépendante. Tout à l'heure, docteur Bounti a dit qu'ils sont politisés. Effectivement, c'est toute l'administration nigérienne qui est politisée. Ce n'est plus forcément, comment vais-je dire, au niveau même de l'administration publique, ce n'est pas les compétences et tout
qui préside aux nominations souvent, c'est la coloration politique, et, comment dirais-je, la prédisposition de celui qu'on nomme à faire le travail qu'on veut qu'il fasse. Pas pour donner des résultats, mais juste pour satisfaire un homme politique. Parce que parfois les gens sont critiqués aussi parce qu'ils pètent le flanc aussi. Oui, mais bien évidemment, évidemment. Ici, dans le cas d'espèce, au niveau des juges, ce qui se passe, c'est que les gens ont souvent peur d'être affectés dans des zones un peu, comment dire. Moi, je dis, bon, c'est le même pays. Où que ce soit, quand on vous affecte, il faut aller, c'est le même pays, c'est des Nigériens qui vivent là-bas. Pas forcément rester au même endroit parce que c'est un endroit ou un poste qui présente des avantages qu'on n'a pas peut-être en étant à l'intérieur du pays. Moi je dis il faut que ça change, que cette mentalité-là, les gens perdent et abandonnent cette mentalité pour aller dans le sens où il faut construire. Il faut créer les conditions pour que les citoyens puissent être en accord, en phase avec leur justice. Parce que c'est ça qui crée un peu souvent un peu la désaffection, comme l'a dit le président Bazoum, il y a une espèce de désaffection vis-à-vis de l'institution, et que c'est au juge de créer les conditions pour que les citoyens aient confiance en eux. Ce n'est pas seulement le discours, hein, c'est dans les actes que ça doit se poser. Tout à fait. Alors, je profite de ce que vous dites là, sur les propos du président Bazoum Mohamed, qui a présidé l'ouverture solennelle de cette rentrée judiciaire, pour vous faire écouter ce qu'il a dit, un extrait en tout cas de son intervention à l'occasion de cette cérémonie. Le président de la République, Bazoum Mohamed. Je l'affirme vraiment, et je le pense sincèrement, n'est pas au service du pouvoir qu'il a nommé, il est au service de la justice. J'ai entendu à cet égard les récriminations du bâtonnier. Je vous concède bien des choses que vous avez dites, mais je pense qu'il faut regarder la situation de plus près et peut-être nuancer certaines affirmations. Je vous assure qu'en président du Conseil supérieur de la magistrature, je ne prends presque aucune part à l'affectation des magistrats. C'est une affaire des magistrats et j'ai promis aux magistrats que nous allons changer le texte qui régit la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour que nous en excluions les représentants du président de la République et les représentants de l'Assemblée nationale. Le texte est en voie d'adoption. Nous allons l'adopter. Tradam. Deux choses. Vous avez remarqué, le bâtonnier a dit que nous sommes tous interpellés pour finir la partie qu'on a écoutée. Et le président de la République, en lui répondant, a dit qu'il lui fait pratiquement concession, il concède pratiquement ce qu'il a dit, à l'exception de quelques affirmations qu'il pense qu'il faille nuancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc ils sont tous deux en phase. Donc le judiciaire et l'exécutif sont en phase sur le problème de la justice nigérienne. N'est-ce pas? Donc, puisque tout le monde a conscience qu'il y a le problème, mais comment le résoudre? Et c'est toute la question qui est là. Parce que, comme je dis, le tout n'est pas de faire le débat au niveau de cette rentrée dans une salle, et puis dans l'application, les choses diffèrent. Tout le monde voit l'interférence, comme ça, la présence du politique dans le judiciaire et dans beaucoup de domaines. Les juges eux-mêmes ont donné ça. Voilà. Le syndicat a dénoncé ça. Il y a ces dernières années. Voilà. Mais quand on dit que nous sommes tous responsables, comment prouver ma responsabilité dans ce dossier-là? Les juges, comme on l'a dit, ils sont des magistrats debout. Donc, ils ont la possibilité, mais la crainte qui ne doit pas être réellement présente chez un juge de se faire affecter ou de se faire dessaisir d'un dossier, c'est ça qui fait que la plupart aujourd'hui hésitent à faire. Or, tant que les juges hésiteront, le pouvoir politique va toujours profiter de cette petite faille pour pouvoir s'imposer à lui. Parce que est-ce qu'on a vu un juge aujourd'hui dans ce pays sortir pour dire qu'il ne peut pas traiter ce dossier parce qu'il y a telle chose qui se passe? Il faut qu'ils aient dans ce sens. Il faut que les juges aillent dans le sens de la dénonciation des actes du politique pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, si c'est pour se morfondre dans son bureau pour dire on m'a dessaisi du dossier parce que je suis pas en mesure de faire ça, mais ça ne va jamais progresser. Il faut que les juges, puisqu'ils disent que nous sommes tous responsables, tant mieux. Mais il faut qu'eux qui sont
à la manœuvre, disent aux gens, dès qu'il y a une influence, dès qu'il y a une interférence du politique, qu'ils sortent pour dire, ah, sur ce dossier, que ce soit par le Saman ou par des indiscrétions, pour dire que vraiment j'ai été dessaisi parce que et comme ça, ça va faire boule de neige. Et comme le président de la République semble disposé à faire en sorte que la justice retrouve ses lettres de noblesse, je pense qu'on va pouvoir aller dans ce sens. Peut-être que ça va changer peut-être un petit genre, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et quand vous parlez de ça, on a un exemple, même si c'est une affaire plus privée, dans le cas de l'affaire de l'héritage de Feu Maman Habou, un juge a porté plainte pour corruption, tentative de corruption sur sa personne, dans le cas de ce dossier, mais bon, sa plainte a fait long feu. Elle n'a jamais... Oui, mais sauf que bon, il a eu de la peine à se faire justice ici ou avoir gain de cause ici, et jusqu'à envisager, n'est-ce pas, une saisine des juridictions à l'international, c'est supranational, ça c'est assez regrettable. Il s'agit quand même d'un juge. Et voilà, donc tant que ces pratiques-là perdurent, effectivement, il y a des problèmes. Docteur. Oui, merci. Je pense que je voulais un peu nuancer les propos de Tradam. Je pense que c'est le bâtonnier qui a dit nous sommes tous responsables. Il n'est pas juge, c'est en tant qu'acteur judiciaire, puisque tantôt ils défendent les justiciables. Et souvent aussi l'effet des corruptions, ça peut être l'effet de l'avocat que le client va voir, ainsi de suite. Donc peut-être c'est en cela qu'il reconnaît qu'il y a une responsabilité peut-être collective dans cette pratique corruptive qui gangrène aujourd'hui le secteur judiciaire. Maintenant, l'autre chose que je voulais nuancer, en réalité, ce n'est pas toute la magistrature qui est debout. Il y a deux types de magistrature. Il y a ce qu'on appelle la magistrature debout, qui parle du ministère public, le parquet, où on l'a toujours relevé que malheureusement, les juges du parquet ne sont pas indépendants. Et au contraire, là où il faut renforcer l'indépendance, c'est justement des magistrats assis, qui sont les juges d'instruction, les juges au siège, un certain nombre de choses. Donc les juges d'instruction, c'est eux qui sont véritablement indépendants. Et il y a une garantie constitutionnelle, l'inamobilité. Peut-être c'est là où il faut jouer dans les affectations. Parce que normalement, le principe de l'inamobilité du juge veut que lorsque le juge va être muté, affecté, il faut qu'il consente, il faut qu'il soit consulté. C'est vrai, aujourd'hui, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a des membres élus qui représentent leur corporation, les magistrats qui sont là. Maintenant, est-ce qu'ils ont une certaine marge de manœuvre pour véritablement dire que non, un tel, il a juste tel nombre d'années, il est encore ancien, ou bien il n'a pas émis le vœu d'être affecté, ainsi de suite. Donc souvent, beaucoup apprennent eux-mêmes à la radio quand on communique. Ils sont affectés. Quand le président de la République dit que lui, bon, il ne prend pas de part, il a tout fait. Il évite de prendre part de l'affectation de magistrats. C'est l'affaire des magistrats. Donc justement, les magistrats, si ce n'est pas le politique ici, comme le président qui... Oui, parce qu'au niveau du ministère... Mais quels sont les juges? Oui, quels sont les juges? Non, c'est pas... Oui, ça c'est au niveau du Conseil. Parce qu'en amont, au niveau du ministère de la Justice, il y a le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Où l'avant-projet ou le projet, c'est à ce niveau-là que ça se discute. Donc où les gens interviennent, ils se connaissent entre eux. Peut-être quand il dit que c'est l'affaire du magistrat, il intervient très peu, en tout cas dans cette nomination, c'est eux qui se connaissent entre eux. Maintenant, je pense que lorsque, il me semble effectivement le président a accédé à la requête du Saman lui-même, qui veut que au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau de la composition, les membres, qu'il n'y ait plus le représentant du président de la République, je crois qu'il doit y avoir deux, les représentants de l'Assemblée nationale, donc l'exécutif et les législatifs ne seront plus représentés, donc il n'y aura que la représentation justement des pairs, par les pairs, donc les magistrats eux-mêmes, où les gens se connaissent entre eux, c'est là où effectivement il faut lutter à dépolitiser le corps de la magistrature. Donc, sous d'autres cieux, lui Favori dit que la politique a saisi le droit. Ici, en réalité, malheureusement, le juge, en tout cas, est saisi par le politique. C'est faire en sorte qu'entre eux, corporations, indépendamment de tout positionnement où les gens se prêtent les intentions, tel juge est proche de telle chose, je vais faire en sorte que, vraiment, cette fois-ci, le président, une fois que cette réforme de la loi portant statut de la magistrature va aboutir, il les met face à leurs responsabilités. Et là, justement, et quand il aura ces pratiques, en tout cas peu orthodoxes qu'on est en train de dénoncer, ce sera entièrement l'effet justement des magistrats entre eux, puisque là, au niveau de la carrière, en tout cas de la promotion, le politique ne se serait pas immixé. Et tel que c'est maintenant, s'il y a quelque chose, c'est entre eux. Je pense qu'au-delà, c'est un système, Hussein l'a dit, c'est toute l'administration publique qui est hyper politisée. Et la justice, justement, les juges ne font pas justement exception à cette politisation. Je pense que l'espoir
et permis à partir de cette rentrée solennelle où le président de la République a parlé devant toute la famille judiciaire, les citoyens ont suivi et maintenant c'est aux juges justement de faire la preuve de leur indépendance. Quand on tente de les influencer dans un dossier, ils refusent. Mais malheureusement, Tradam, ils ont l'obligation de réserve. Ils ne peuvent pas sortir pour dire que non, voilà, dans tel dossier, un tel est venu me dire d'agir. Ils ont un syndicat. Il y a eu des plaintes comme ça où le Saman a été saisi. Et je pense que là, ça va renforcer le pouvoir du Saman pour défendre l'indépendance de leurs militants. Et comme cela, je pense que l'espoir peut être permis. Aujourd'hui, un autre problème de l'état de droit, c'est la question de l'exécution des décisions de justice. Véritablement, les gens sont confrontés à ça. Ils ont des décisions de justice qui sont devenues définitives pendant longtemps, surtout lorsque la décision elle est défavorable à l'État. On n'exécute pas. Or, l'état de droit se mesure à l'aune de la soumission justement de l'état des gouvernants et du gouverné au respect de la règle de droit, dont la décision de justice. Moi, j'ai un qui fait 15 ans. Bon, mais voilà. Donc, moi, c'est pas normal. Mais parfois, l'autorité, oui, justement, c'est ceux qui sont chargés d'exécuter. Oui. C'est des gens mais les gens se prêtent. Mais vous avez le droit de demander le concours de la force publique pour procéder à l'exécution de votre décision de justice. Justement, il y a beaucoup de plaintes. Il y a des choses que je ne peux pas personnaliser pour dire ici, mais c'est scandaleux. Absolument. Non, mais nous, on fait... Dans ces débats-là, on dépasse l'amphithéâtre. Non, c'est pas l'amphithéâtre. Non, parfois quand tu donnes des exemples, c'est des exemples d'étudiants, des cours que tu donnes. Mais ici, là, moi, non, sincèrement, quelle force publique vous allez saisir quand vous savez pertinemment que c'est l'État qui refuse comme ça d'exécuter la décision? Quelle force publique vous allez aller chez la force publique, ils vont vous tourner en rond. Je vais te dire. L'État, c'est une personne morale qui n'est pas au-dessus de la loi. Justement, l'état de droit. Mais pourquoi on attrait l'État devant le juge et que quand il succombe, on a vu aujourd'hui beaucoup de décisions de justice de la CEDEAO qui condamnent l'État en partie. Beaucoup ont été exécutés. L'État, c'est un sujet de droit. Non, j'arrive. Non, mais quand même, c'est pas parce que peut-être 2 ou 3 ne sont pas exécutés pour une trentaine, quand même, il faut quand même tirer le satisfait. Et je pense que c'est de faire en sorte que, y compris les décisions des juridictions nationales, que l'État, en tout cas, et ses démembrements qui seraient condamnés, justement dans le cadre des procédures, puissent s'exécuter comme n'importe quel justiciable. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est un véritable problème qui vraiment qui remet en cause un peu l'élan de construction de l'État de droit. Absolument. Moi, je pense quand même que, compte tenu de ce que le président de la République a dit, il faut s'attendre quand même à ce que, concrètement, il y ait des changements. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'envoyer des textes, mais il s'agit concrètement de faire en sorte que le contenu des textes là soit... Moi, je pense que si lui-même, en tant que président de la République et du Conseil supérieur de la magistrature, constate que la présence de ses représentants et des représentants de l'Assemblée pose problème et qu'il faille les retirer, moi, je me dis qu'il faut quand même être optimiste. Moi, je me dis que, bon, vous savez, quand le bâtonnier dit que nous sommes tous responsables, moi, je ne me sens pas concerné. Et, franchement, ça, c'est une affaire entre eux et les magistrats. Vous avez vu. Les acteurs judiciaires. Non, les acteurs judiciaires, oui, entre eux. Mais regardez, hier, par exemple, le procureur américain a nommé un juge qui va s'occuper uniquement du dossier de Trump, sans informer Biden. Biden dit, lui, il vient de l'apprendre à la presse comme tout le monde. Si on arrive à ce niveau, en tout cas d'indépendance de la justice, moi je pense que les Nigériens ne peuvent qu'applaudir. Mais si, même pour les simples affectations, il faut que le politique intervienne, moi je me dis que ça risque de dénaturer quand même le système judiciaire. Il faut espérer que, avec le temps qui a été donné et avec le texte qui va passer à l'Assemblée, que les choses, en tout cas au niveau de la justice, puissent changer. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas le magistrat nigérien est considéré comme un modèle. Quelques magistrats. Bon, le magistrat nigérien. C'est l'image là qui est mise à... C'est l'image là qui est mise à... Ils se connaissent entre eux. Qui est intègre, qui est sujet à pression. C'est ça, en fait, c'est cette image là qui est mise à nous. Honnêtement, il y a beaucoup Je pense que comme il y a des réformes qui sont en vue, comme on dit, il faut aller jusqu'au bout. Ailleurs, la plupart des pays, le président ne préside pas le Conseil supérieur de la magistrature. C'est le Burkina pour l'instant. Et même si pendant la transition dans les textes, là, ça a été proposé. Mais je pense que c'est déjà une très bonne chose, comme Bounty l'a dit. Puisque déjà l'élan est donné. Si on fait cette réforme, au bout d'un certain temps d'application, on va faire le constat, le bilan. Est-ce que c'est bon ou bien il faut forcément aller... Il y a une réforme aussi qui consiste à faire en sorte que le procureur ne soit plus utilisé, nommé par
le politique. Non, pour l'instant, je ne pense pas s'ils ont touché aux réformes du parquet. Je pense que pour l'instant, c'est le qu'on appelle au niveau du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et il me semble, je n'ai pas vu le projet, mais il me semble effectivement, il est très clair que le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature étant le premier président de la Cour de cassation, justement en cas d'empêchement, il peut présider valablement les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est déjà quelque chose. C'était pas le cas. Oui, avant, oui, c'est toujours le président qui préside. Il est vice-président, mais c'est toujours le président qui a présidé. Il n'y a jamais eu de situation d'empêchement où il y a la nécessité de tenir le conseil et que non, je veux dire, est-ce que c'était prévu par les textes, mais ça, bon, ça n'est jamais ça, arrivé. franchement, Non, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Hein, je ne peux pas avancer des choses comme ça. Vraiment. Absolument. Le journal Le Canard en furie titre « Le discours de Mohamed Bazoum est-il sincère ?» Le discours de Mohamed Bazoum est-il sincère, en évoquant les propos tenus par le président de la République à l'occasion de l'ouverture de cette rentrée judiciaire 2022-2023. Le Canard en furie, le journal Le Canard en furie titre « Le discours de Mohamed Bazoum est-il sincère ?» Voilà, donc la une du Canard. Et puis l'enquêteur du 14 novembre titre « Le discours trompeur de Bazoum Mohamed ». Le discours trompeur de Bazoum Mohamed. Parlant donc de cet événement, la rentrée judiciaire. Et puis l'éclosion, le journal L'éclosion, titre « Le président Mohamed Bazoum mis devant ses responsabilités concernant l'indépendance de la justice ». Le président Mohamed Bazoum mis devant ses responsabilités concernant l'indépendance de la justice. Et puis, Le Monde d'aujourd'hui, Bazoum à propos de l'indépendance de la justice, le fossé entre le dire et le faire est énorme. Bazoum Mohamed à propos de l'indépendance de la justice, le fossé entre le dire et le faire est énorme. Alors, de quoi est-ce qu'il était question? On a parlé de l'indépendance de la justice tout à l'heure, qui est liée un peu à la carrière des magistrats, qui est gérée pratiquement par le Conseil supérieur de la magistrature. Et il a été évoqué la corruption en milieu judiciaire, malheureusement, qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Le bâtonnier a fait allusion à ça. Et même le président de la République a dit qu'il concède cet aspect des choses. Il y a le problème de la détention préventive ou la détention provisoire qui est en train de devenir la règle. Selon des propos du secrétaire général de Saman, que nous suivrons tout à l'heure d'ailleurs, il dit sur 13 000 environ, 13 000 détenus qui peuplent les prisons nigériennes, près de 8 000 sont en détention préventive. Ça veut dire plus de la moitié, pratiquement, sont en détention préventive. Donc des gens qui n'ont pas encore été jugés. Et certains d'entre eux risquent de ne pas l'être jusqu'à ce qu'ils bénéficient peut-être de l'expiration du délai ou de défaut de machin. Voilà. Il y a le fonctionnement des juridictions qui a également été machin, ça pose un problème aussi. On a parlé du retard ou de blocage dans le traitement des dossiers. On a parlé aussi, ils ont parlé aussi c'est le président de la République qui a fait cas des dossiers civils qu'on traite sur le plan pénal. On envoie des gens en prison alors que c'est des dossiers civils. Et puis il y a le problème également de l'exécution des décisions de justice. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes, évidemment, il y a des problèmes. Un temps, on avait posé le problème sous l'angle du sous-effectif, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, il y a des juges qui sont en tout cas formés ici localement. Les effectifs ont connu quand même une certaine croissance. Même si ça reste toujours, oui, bien évidemment. Environ 400 magistrats. Oui, d'accord, mais il y a quand même une évolution. À l'époque, c'était à l'extérieur. Jusqu'à, je ne sais pas, autour de la décennie 2000 qu'on a commencé à former ici localement, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit c'est déjà quelque chose. Mais quelque part, ce qui est choquant, tout ce qui a été recensé comme mot au niveau de la justice, c'est des choses réelles que personne ne peut nier, n'est-ce pas? Que ce soit la lenteur, que ce soit cette histoire de prévenus, des gens qui sont en prison souvent pour des broutilles, pendant pratiquement 4-5 ans sans être jugés. Bazoum l'a dit, ça détruit des carrières, parce que tout simplement, la personne, peut-être, le jour il va sortir, mais il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Et là, c'est des situations, moi j'ai dit, il faut que chacun prenne ses responsabilités au niveau
de juridiction. Il faut créer les conditions pour que, effectivement, on puisse mettre fin. Mais maintenant, c'est Essayons d'aborder le plus important, la corruption, par exemple. Oui, mais c'est un fait qui est là. On a mis en place une ligne verte Tradam, n'est-ce pas? Non, ça a donné quoi? Pratiquement, on a même abandonné ça, la ligne verte, pour voir comment les choses se passent au niveau de la justice. C'est l'euphorie de Voilà. Voilà, alors, mais il n'y a plus de ligne verte, c'est terminé. Aujourd'hui, la renaissance actuelle, partir de 2011. Aujourd'hui, la situation telle que c'est présente, c'est que bon, souvent on entend aussi les magistrats, et pas les magistrats, plutôt les avocats, se plaindre du fait que bon, les gens ne viennent plus vers eux, ils vont directement vers les juges, parce que c'est beaucoup plus direct que... Voilà, c'est des situations comme ça, telles que ça se présente, c'est pas des situations qui sont forcément fausses, hein. C'est des choses que les gens vivent au quotidien. Moi, j'ai dit tout ça, il faut mettre fin à ça, il faut bannir ça. Surtout quand on a entendu dire le président dire qu'ils sont les mieux payés de la fonction publique pratiquement. Moi, j'ai dit, dans ce contexte nigérien où des gens sont... Il faut essayer de donner le maximum de soi-même en tant que juge. Et il faut aussi se dire que bon, c'est la justice terrestre. C'est-à-dire, il faut se dire que quelle que soit la longévité, un jour on va partout de l'autre côté. C'est quand même une tâche lourde, juger quelqu'un, son semblable, et puis bon, si c'est réellement ce qu'il a fait, ce qu'on lui reproche, c'est vrai, ça ne pose pas. Mais quand c'est sur des fausses bases qu'on jette quelqu'un en prison et qu'on aille dormir chez soi tranquillement pendant que peut-être cette personne qu'on a mis en prison a plus de 10 à 20 personnes qui sont à sa charge, qui vont directement être impactées par le fait que le pilier soit dans une situation de non-liberté. Moi, je dis c'est des choses, c'est en cela que les juges doivent se dire que vraiment c'est une tâche lourde, ce qu'ils doivent exécuter, et que par conséquent, quand je suis musulman ou même machin, quand j'ai fait l'injustice, alors que c'est moi qui dois donner la justice, qui dois rendre justice, c'est encore plus grave pour mon cas, en tant que machin mortel. Et je pense que ce que Bazoum m'a dit, ils n'ont qu'à saisir cette perche-là, parce que c'est une perche tendue, sincère ou pas sincère, mais toujours est-il dit que c'est à eux de le mettre à l'épreuve. Vous avez dit que c'est l'indépendance, nous allons assumer cette indépendance et nous allons prouver que nous sommes véritablement indépendants. C'est pas plus compliqué. C'est comment veut dire, c'est un état d'esprit. C'est pas autre chose. Je suis juge, je dois essayer d'être honnête, intègre. C'est pas plus compliqué. Maintenant, si Dieu devait juger les magistrats comme juge, mais alors, il y aura beaucoup qui aura des problèmes, qui vont en partir. Mais bon, oui, c'est tout à fait juste, qu'on soit musulman ou pas, c'est important. Alors, Tradam, la corruption au niveau judiciaire, ok, certains sondages de perception, d'opinion, placent même soit en première ou en deuxième position la justice en termes de secteur les plus corrompus, malheureusement. Ouais, vous savez, on avait dit tout à l'heure, au tout début de la Renaissance Acte 1, les intentions étaient superbes, elles étaient très, très bonnes. Et on avait à l'esprit, effectivement, de combattre, le régime avait à l'esprit de combattre réellement la corruption, parce que c'était le principal reproche qu'on faisait aux anciens régimes. Et pour montrer sa bonne foi, le gouvernement et sa disponibilité, le gouvernement a mis en place une ligne verte logée au ministère de la Justice, dirigée par un acteur de la société civile qui était très à cheval sur cette histoire de corruption. Mais chemin faisant, la ligne verte, elle a cessé de fonctionner d'elle-même. On est devenu rouge. Bon, je ne sais pas quelle couleur elle a pris finalement, mais ce qu'on constate, comme je dis, en politique, la difficulté du régime de Bazoum aujourd'hui, c'est que la corruption qu'on avait, que le régime Issoufou avait voulu combattre, elle était minime par rapport à ce que lui, 10 ans durant, il a créé. Et Bazoum hérite d'un dossier dont il est difficile pratiquement d'en arriver à bout, parce que simplement, si ça devait se faire dans la transparence, comme on le souhaite tous, dans son camp, les victimes seront énormes. Aujourd'hui, on n'en parle même plus de l'autre camp, puisque il y a 10 ans, on a même oublié, parce que eux, à l'époque, c'était des centaines de millions, voire 1-2 milliards. Aujourd'hui, le chiffre, l'unité de compte
comme tout le monde l'a soutenu depuis un certain temps, c'est le milliard. Alors, comment combattre une corruption où, dans son propre camp, elle est devenue pratiquement une règle? Toute la difficulté est là. Parce que lui, c'est un politique. Vous avez vu, au deuxième mandat, on avait dit que Issoufou allait réellement sévir parce qu'il n'a rien à gagner. Il ne cherche pas un autre mandat, il va attaquer. Mais il s'est rappelé aussi que certes, il ne cherche pas son mandat, mais il avait un cas qu'il fallait protéger. Absolument. Et c'est ça. Et aujourd'hui, la difficulté de Bazoum, lui, non seulement il cherche un second mandat, mais en plus, c'est son entourage qui est visé d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. La plupart de ces lieutenants ou des pontes de son parti peuvent être touchés par un système de corruption. Donc, comment faire dans cette affaire? C'est deux choses l'une. Nous, quelqu'un m'a dit, vous êtes simplement assis sur le plateau, vous dites des choses, ce que vous avez envie de dire. Oui, nous, on est convaincus ici sur ce plateau que s'il se décide à combattre la corruption, comme on l'a dit à un moment, Bassani Bassabo, vous vous rappelez de ce slogan, l'opération Meboula, la Bassani Bassabo, ce sera à son actif et ça va lui permettre d'avoir la sympathie de tous les Nigériens qui sont épris de cette histoire, qui sont victimes de cette histoire de corruption. Nous, on est convaincus sur ça. Mais, comme on le dit, il est politique, effectivement, il est obligé de faire attention, comment il va faire, comment face à tel dossier, comment il faut faire. Et les juges, il a beau avoir cette envie de lutter contre la corruption, moi j'ai l'intime conviction, pour avoir été dans beaucoup de dossiers depuis pratiquement l'époque Barré jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a des dossiers, on sait qu'il faut les traiter, mais on ne peut pas parce que vous ne savez pas ce que vous allez soulever après. Oui, mais moi je vais juste, la semaine dernière, je crois que vous avez donné un exemple d'un président qui a dit, comme on avait dit, il fait guillotiner, ou je ne sais pas, il l'a mis au poteau. Et, je crois que c'est Bounty qui a rapporté ça. Dans un pays où il y a eu une décision qui a été prise que personne ne doit enfreindre, et que le monsieur il s'est permis parce que c'est son temps proche du président. Il a pensé qu'il peut se le permettre. Non, c'était pas sur le plateau, c'était hors plateau. Ah, ok, d'accord. Mais moi je veux dire, parce que voilà le problème de ce pays. Parce que les gens mettent au devant la politique. Non, mais quand on est en démocratie, moi je dis, c'est d'abord le bien-être du plus grand nombre. C'est ça en fait le principe, et c'est pour ça que tout le monde a voulu qu'il y ait la démocratie. Mais alors que dans un système démocratique, que les gens se permettent de venir dilapider l'argent public en toute impunité parce qu'ils sont dans le bon, comme on avait dit, et qu'on dise non, moi je ne peux pas sévir contre eux, mais je peux sévir contre des gens qui ont fait des broutilles. Alors, ce n'est plus la démocratie qu'on fait. Parce que c'est encore plus grave. Moi, je dis qu'il faut qu'on transcende ces considérations. C'est ça le souhait. C'est pour venir juste faire des discours. Pour dire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, docteur, il ne faut pas qu'on fasse comme. Non, on est ignorant des choses. Non, c'est pas. Oui, mais. S'il vous plaît, comme si c'était face aux étudiants qu'on est en train de parler. On connaît tous ici. Il y a des gens qui sont à leur poste parce qu'ils font tout pour que le parti existe. Et on les maintient. Parce qu'ils font énormément pour le parti. Mais on dénonce quand même. Oui, on dénonce. Oui. Non, mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de dénoncer, Tradam. Oui, c'est important. Oui, mais nous, on ne peut que... Donc j'ai la parole. C'est vous qui avez la parole. On le fait. Mais on a passé tout notre temps, plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez me laisser une minute? Non, Moi, je comprends Tradam. Parce que Tradam, en réalité, c'est celui qui a participé à la gestion de l'État. La vision qu'il a n'est pas la même. Voilà. Parce qu'il sait qu'il y a des dossiers de corruption. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans un système où le parti est au-dessus de l'État. C'est ça qui est très grave. Voilà. Merci. Je pense que tout ce que Tradam dit là, au moment où il était de l'autre côté, nous, on le dénonçait pendant plus de 10 ans. On a dénoncé ce que toi, tu vivais de l'intérieur. Nous, on le dénonçait de l'extérieur. Et on n'a pas cessé de le faire. C'est notre façon. Voilà, voilà. Donc, maintenant, justement, je pense que vous avez fait le chapelet de tous les mots qui minent un peu la justice. Mais je veux prendre 2 ou 3. Par rapport à la corruption, je suis d'accord, effectivement. Oui, avant de peut-être une petite nuance. Est-ce qu'ici, on peut classifier ces problèmes en 2 groupes? C'est juste un point de vue, vous direz si c'est juste ou pas. Ceux qui sont liés aux magistrats eux-mêmes en tant que personne, en tant qu'individu, et ceux qui sont liés au système judiciaire qu'on a.
Est-ce qu'on peut faire cette clarification? Oui, on peut le faire. Par exemple, la question de la corruption de magistrats, c'est vraiment lié, puisque celui qui accepte de prendre le pot de vin. Maintenant, par rapport au dysfonctionnement de la justice, on peut mettre... Oui, ça veut dire que la détention préventive, un peu la question d'exécution de justice et même la lenteur judiciaire, je vais revenir là-dessus. Par rapport à la corruption, je suis d'accord avec ce que Bounty a dit, avec un peu l'euphorie de la victoire, en tout cas sous la 7e République de la Renaissance, ils avaient mis en place la ligne verte qui avait fonctionné pendant un certain temps. C'était exclusivement pour dénoncer. Voilà, on lui a coupé le fond. Notre ami Alaj Idi était là-bas, où souvent, vraiment, il donnait un peu de résultats, puisque c'était une ligne un peu... une ligne verte, comme il avait dit. Les gens appelaient gratuitement pour dénoncer les cas de corruption. Mais ils rendaient compte, mais il me semble que la majorité, ce sont des dénonciations. Après enquête, il se révèle qu'il n'y a pas vraiment de preuves de la corruption. Mais ce qui est évident, la corruption existe dans le milieu judiciaire. On se rappelle encore, peut-être les gens ont oublié de ce que notre ami Morou a dit vers la fin justement du régime, où il a parlé des avocats porteurs de valises et qu'il y a justement des décisions qui sont suspectes. Ça, il l'a dit, c'est quand même en tant que garde-sceau qui connaît beaucoup de choses du milieu judiciaire pendant 10 ans qu'il a dit. Donc je pense que c'est un fait, il est indéniable, il y a cette question de corruption. Et peut-être les gens oublient, il y a des efforts qui sont en train d'être faits ou qui sont faits pour justement traduire devant la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature les magistrats, en tout cas, qui ont fait l'objet de dénonciations pour des pratiques corruptives où ils ont été incarcérés. Je ne peux pas citer des noms, où il y a eu des magistrats qui ont été poursuivis après que l'inspection se soit saisie de cette affaire. Ils ont fait des enquêtes. Quand il y a des indices de preuve, on engage une procédure disciplinaire, en tout cas judiciaire, de poursuite contre le magistrat et on les a écourés. Il y a des magistrats qui ont été en tout cas poursuivis pour cela. Même si peut-être d'autres ont par la suite bénéficié de la liberté provisoire ou des non-lieux, mais ce qui est évident, ce n'est pas resté impuni. Maintenant, le tout, ce n'est pas de dire qu'il y a la corruption dans les milieux judiciaires. Il faut que les justiciables aient le courage de dénoncer. Justement, je regrette, Abdelhamid, ce que vous avez dit, malheureusement, il y a un cas où un magistrat lui-même qui a été approché, malheureusement, il a porté plainte, mais sa plainte n'a pas prospéré. Bon, il connaît la procédure quand même, il peut saisir le doigt du juge d'instruction avec une caution, mais il peut le faire. Non, mais c'est ça la pratique. Hein. Mais tu ris souvent quand mais c'est ça. Mais Tradam, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de ça? Mais tu veux qu'on fasse quoi en dehors de ce qu'on doit dire? Voilà. Maintenant, par rapport à la question justement de la lenteur judiciaire. Justement, il y a à ce niveau, peut-être il faut jouer. La détention préventive, là, c'est l'exception. C'est la liberté qui est la règle. Et aujourd'hui, il y a eu de peines substitutives, en tout cas, qu'on appelle le TIG, je parle du travaux d'intérêt général, où au lieu qu'on envoie quelqu'un en détention préventive, on a adopté des dispositions pour qu'il puisse être condamné à des travaux d'intérêt général. On se rappelle de Silvio Berlusconi, qui était parti dans un hôpital pour pouvoir balayer des trucs comme ça. Justement, tout ça, dans le cadre de la politique pénale, c'est pour désengorger les prisons. Mais je ne sais pas pourquoi, justement, on ne l'applique pas aujourd'hui. Pourquoi on ne l'applique pas? On a décrié aujourd'hui la maison d'arrêt de Niamey. Là, c'était prévu initialement, je ne sais pas, pour 3 000 aujourd'hui. Combien? Bon, je sais, oui, j'ai oublié. Bon, c'est 300, mais aujourd'hui, c'est des milliers. Ce n'est pas normal. Et je viens du Sénégal, je vis le premier pays qui a commencé à tester le bracelet électronique. Justement, ils sont en train de faire ça. Et le ministre de la Justice, garde Sceaux, a lancé la semaine passée pour le faire. Puisqu'à partir du moment où nous, on a un dispositif de travail. C'est le président de la République qui l'a soulevé. Vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. Le nom, c'est Hussein qui a fait allusion à ça. Le civil et le pénal qui sont intentionnellement. Ça, c'est un abus. Et vous vous rappelez. Non, ça c'est un abus. Alors que c'est un abus. Il faut quand même le concéder au ministre de la Justice, garde Sceaux. En tout cas, beaucoup qui sont succédés, ils ont toujours rappelé, je crois que ça doit être une circulaire, pour dire aux officiers de police judiciaire et autres qui engagent la poursuite, parce que souvent quand tu as un ami à la PJ ou dans une unité d'enquête, je te dois de l'argent, une affaire civile, tu le vois, dès que je viens, on ne me laisse pas. On me met juste en cellule, pendant 43 je tente d'appeler Hussein, je tente d'appeler l'autre, on amène l'argent. Et ça, je pense qu'il y a des correspondances qui datent, je crois que depuis 2008, que les différents ministres de la Suisse qui ont en tout cas réitéré ça pour dire de faire très attention. Il ne faut pas transformer les affaires civiles en affaires pénales. Maintenant, la lenteur de la décision. Quand tu es condamné en première instance, le juge a l'obligation, ça dépend des matières, en tout cas dans leur statut de la magistrature, ils doivent rédiger la décision dans un délai limite pour te permettre justement quand tu fais appel. Mais les gens ne rédigent pas. Et là, c'est un véritable problème. Et ça constitue
une faute disciplinaire où il faut engager justement la poursuite à et là l'encontre également, des magistrats. et là, ce n'est pas lié au système, c'est lié aux personnes chargées, donc aux juges. Aux juges, justement. Mais quelque part, il y a une complicité. Aujourd'hui, les chefs de juridiction peuvent faire le point des magistrats dans tel cabinet du juge d'instruction, dans tel juge au siège qui a jugé telle affaire. Maintenant, voilà le délai, en tout cas le temps de jugement, et voilà le temps qui s'est écoulé. Vous n'avez pas rédigé votre décision pour que le justiciable puisse justement poursuivre son action. Et là, c'est constitutif d'une faute disciplinaire. Donc il y a beaucoup de choses. Et je pense que le SAMAN, l'exécutif, les citoyens, la chaîne judiciaire, les avocats, tous doivent œuvrer à ce que les textes soient respectés. Et l'autre épineux problème, c'est la question de l'exécution des décisions de justice. On a vu aujourd'hui, ces derniers temps, je pense à nos jeunes là, de la douane, justement. Ils ont une décision de justice, on refuse d'exécuter. C'est vrai, sur le plan juridique, la théorie dont tu parles, c'est qu'il n'y a pas de voie d'exécution forcée contre l'État. Mais on a contourné. Il y a l'astreinte, il y a un certain nombre de trucs d'astreinte et un certain nombre de choses qu'il le faut. Mais je pense que l'État, s'il respecte justement l'État de droit lui-même, il doit exécuter les décisions de justice de façon spontanée. On n'a pas besoin que les gens fassent du bruit ou on fasse appel à l'astreinte pour condamner, des trucs comme ça. Mais l'État quand même doit s'exécuter. C'est un sujet de droit. L'État a même été victime de sa propre turpitude. Dans le cas africain, des décisions de justice ont été rendues sur le plan national, devenues définitives par le Conseil et par la Cour d'État. La Chambre administrative de la Cour d'État n'a jamais été exécutée. Et le gars il a actionné. Et maintenant, finalement, l'État du Niger a payé plus de 5 milliards 200 millions. Absolument. Alors, par la force des choses. Par la faute des gens. Voilà. Alors qu'il y avait des décisions de justice qui auraient pu être... Ils obéissent aussi. À qui? Ils obéissent. Bon, alors qu'est-ce que le SAMAN en pense? Je rappelle ou je vous informe qu'après l'ouverture solennelle, après la cérémonie et tout, de cette rentrée judiciaire 2022-2023, les magistrats sont restés entre eux pendant 2 jours pour discuter, pour se parler et évoquer tous les problèmes qu'on est en train d'évoquer là et éventuellement essayer de trouver des réponses par eux-mêmes et à leur sein, essayer de mettre un terme à tous les problèmes auxquels ils peuvent à leur niveau mettre un terme. Je propose de suivre cet extrait de propos du secrétaire général du SAMAN, M. Doubou Yahya, et je propose de suivre. Pour qu'il s'il y a des comportements qui ne sont pas légaux, que les collègues abandonnent ce genre de comportement. C'est ça l'une des recommandations phares de cette rencontre-là. La justice, qui est le dernier rempart contre les atteintes aux libertés individuelles, ne doit pas être corrompue. Parce que si la justice est corrompue, c'est tout l'État qui est corrompu. Donc c'est pourquoi il y avait eu des échanges, en tout cas fructueux entre nous, au sortir desquels il a été demandé, dès qu'on apprenne une affaire de corruption au milieu judiciaire, de déclencher directement une enquête administrative afin de situer les responsabilités. Il a été rappelé aux magistrats de se rappeler à chaque fois qu'ils sont en face d'une situation de leur serment, parce qu'on a prêté serment devant Dieu et devant le peuple nigérien, pour qui on doit rendre la justice. Le canard en furie titre: la justice, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ça ne se chante pas, ça s'applique. La justice n'est pas un vain mot, c'est un comportement, une expression, une phrase empruntée au fait Boigny, si je ne m'avise, qui parlait de paix. Lui, il dit la paix, mais lui, il a paraphrasé en mettant la justice. Et puis il dit: ça ne se chante pas, ça s'applique. Le canard en furie. Et puis le Hérisson, le journal Le Hérisson, sévir contre la justice pour améliorer la justice au Niger. Sévir contre la justice pour améliorer la justice au Niger. Un jeu de mots pour un peu placer dans le contexte cette rencontre donc, entre magistrats et où, dans le cadre de cette rentrée judiciaire 2022-2023. Docteur.
Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que le secrétaire général du Saman pour recenser les problèmes, en tout cas auxquels les magistrats eux-mêmes sont confrontés. Et je pense qu'il a eu à dire ce qu'il a dit là est tout à fait juste. C'est-à-dire que d'abord ce sont des gens assermentés, il l'a rappelé, assermentés devant Dieu, comme lui le dit, et devant le peuple nigérien souverain, au nom de qui ils doivent rendre la justice. Moi je me dis que la justice est l'élément essentiel en démocratie. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Or malheureusement, vous le constatez vous-même, si notre système aujourd'hui décrit notre système démocratique, c'est simplement parce que justement, au niveau du système judiciaire, les gens pensent qu'il y a un certain nombre de fléaux qui gangrènent ce système. Et lui, il l'a rappelé, je pense que c'est de bon augure. Apparemment, les 2 jours ont permis de sensibiliser davantage les acteurs du système pour que chacun prenne ses responsabilités. Et surtout que le politique ici dit, désormais, j'envoie un texte pour me laver les mains de ce que vous êtes en train de faire, ou de ce que vous allez, ou de ce que je me retire de votre jeu. Donc dans ces conditions, ça va être entre vous. Vous êtes face à. Et lui, le SG, il a rappelé, il dit donc, à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes mis devant vos responsabilités, il faut quand même rendre la justice de manière impartiale. Moi, je me dis que, sincèrement, c'est une bonne chose. Hein. Moi, je ne suis pas juge, je n'ai pas fait. J'ai un peu tâté du droit. Non, j'ai un peu tâté du droit. Mais sincèrement, vous savez, rendre justice, c'est quelque chose de très très difficile. Je ne sais pas si vous suivez un peu le procès en Guinée là, mais vous voyez que les magistrats sont sereins. Mais si j'étais ailleurs, moi je pense que les gens allaient même se taper. Personne n'était au stade du 19. Personne. Même d'Addis là, vous allez voir que ce monsieur, quand il va arriver à un moment, les magistrats vont évoquer sa folie. Parce que les avocats plutôt. Les avocats vont évoquer, parce qu'on lui a logé une... Non, sincèrement, alors qu'il y a 158 morts. Et vous voyez, ça devient du théâtre. Toumba qui est accusé, malgré... oui, est devenu une vedette au point où une Nigérienne se déplace même là-bas pour devenir sa femme. Mais est-ce qu'elle est déplacée? Non, elle ne s'est pas déplacée. Elle a fait une chanson là. On la présente comme la femme de Toumba. Elle est prête à épouser une Guinéenne. Parce que voilà. Donc, voyez-vous, moi je le dis. Non. Mais Dadis, moi je suis persuadé. Parce que vous voyez que le jeu des avocats. Oui, le jeu des avocats dans ce procès-là, c'est qu'ils vont finir par dire que le principal client, qui a reconnu d'ailleurs un certain nombre de crimes, que désormais, il est, sur le plan pénal, il est touché. Voilà. Et donc, puisqu'il n'a pas toutes ses facultés, il n'est pas responsable. Donc, c'est vous dire un peu la difficulté dans laquelle le juge se trouve quand il s'agit de juger. Et j'ai retenu une chose dans ce procès-là. On dit, quelle que soit la situation, le magistrat doit rester serein pour pouvoir rendre la justice. Voilà. En tout cas, le président du tribunal, il est là. Non, il est, oui. Vous avez vu son calme. Il est imperturbable. Voilà, on dit ça, c'est la première qualité du magistrat. Et vous sentez qu'il n'a pas de parti pris. Quand il s'agit d'interroger quelqu'un et que les avocats lui-même lui manquent de respect, il rappelle aux avocats que pour le moment, il n'est que présumé. Donc, sincèrement, moi, je me dis que l'espoir est permis surtout au Niger, où on a la tradition d'être des gens quand même propres. Je pense qu'avec les nouvelles dispositions, sûrement que notre justice va retrouver ses lettres de... Les professions de foi. Non, pas profession de foi, il y a un texte qui va passer. Non, il y a un texte. Ce qui revient permanent, c'est surtout ça. Les professions de foi, c'est vrai, il y en a eu, on en a entendu. Mais maintenant, il faut passer aux actes. Et surtout en matière de justice, on n'a que trop tergiversé, les choses s'empirent. Et donc, il faut agir. Donc, notre premier auditeur ou téléspectateur qui nous écrit, il dit « Je pense que le bâtonnier n'a fait que défendre les intérêts de sa corporation. Or, il y a un moyen essentiel de la chaîne judiciaire qui est l'huissier, par qui la procédure judiciaire commence et finit par lui, et qui vit des problèmes liés à l'exercice de ses fonctions qui restent inconsidérés par la chancellerie. Il vit une violation stricte de sa loi portant sur son statut. » Bon, c'est certainement un huissier qui... Il n'y a pas que les avocats et les magistrats dans la chaîne judiciaire. Bien sûr. Mais on a parlé des justiciables. Il y a les justiciers, les notaires. Non, il y a même les justiciables. Il y a les justiciables, il y a tout le monde. C'est pour ça que j'ai rappelé que c'est en parlant de nous sommes tous, ils parlent quand même de chacun. Tout à fait.
Alors, M. Adam Ousseini qui nous écrit, la justice a beaucoup de problèmes au Niger. Les juges d'instruction gardent des dossiers avec des temps d'instruction, alors que les temps d'instruction sont largement dépassés. Nous savons que les gros poissons sont presque pas atteignables. Nous, les pauvres, nous voulons juste qu'un délit qui doit être condamné pour 1 an, l'accusé fasse 1 an. Point. Tu passes 10 ans sous les barreaux et sous les barreaux, derrière les barreaux. Et lors du jugement, tu prends un non-lieu. Est-ce qu'ils savent que la mort peut les rattraper? Oui, mais par rapport à ce qu'il dit, je crois que le Code de procédure pénale a prévu cela. Parce que lorsque on vous condamne définitivement, à moins de temps, en tout cas d'emprisonnement de peine que le délai que vous avez passé en détention préventive, justement, il y a les dommages et intérêts que l'État doit vous verser. Maintenant, ce n'est pas, puisqu'il y a un comité qui est mis en place pour réviser le code pénal, le code de procédure pénale, puisque ailleurs, actuellement, les gens ont prétexté qu'il n'y avait pas de décret d'application pour mettre en place le fonds pour l'indemnisation, tout ce qui s'ensuit. Effectivement, ce qu'il a dit est réel. Hein. Il y a beaucoup de cas où on constate que quelqu'un est déposé depuis peut-être 7 ans. Au finish, on fait le jugement, on le condamne à 5 ans. Il aura perdu pratiquement 3 ans s'il était en liberté. Il aurait dû faire beaucoup de choses. Et je pense que par rapport à ça, dans un état de droit où on respecte quand même les droits humains, c'est intégré dans le préambule de la Constitution, il va faire en sorte que la notion du délai raisonnable justement soit respectée dans le cadre justement de la détention et du jugement pour pouvoir décider et faire en sorte que peut-être même que ce blocage-là de l'absence du décret d'application qui doit préciser en tout cas les modalités d'application de cette disposition-là soit vraiment pris et puis bon. Il y a un autre type de détenus. Vraiment, c'est terrible. Et je crois que c'est à Agadez qu'on a vu ça en 2016, oui 2016 je crois. Il y a 2 personnes, elles ne savent même pas, même le régisseur ne sait pas pourquoi elles sont là. Comment elles se sont retrouvées? Mais oui, on les a, oui. Le truc de Kourou, là, oui, le Kourou, oui, on a... Non, il semble que c'était, à l'époque, c'était journée discontinue. Donc, on les a amenés vers midi, 11h, et le procureur a dit de les amener le temps que 15h vient. Et à 15h, on ne les a pas ramenés. On les a oubliés. On les a oubliés. Bon, c'est des détenus de carrière. Mais je vous dis, oui, avec la ils ne savent pas. Non, mais il y a plein de gens comme ça. Hein. On entend des histoires. Même qu'il existe des étudiants de carrière. Non, mais moi, je les ai vécus. C'est ça il y a plein de gens dans des prisons qu'on oublie. Non, c'est vrai ce que vous dites. D'où l'importance de l'avocat. Moi, j'ai séjourné quelque temps en prison. Mais effectivement, il y a beaucoup qui vont te dire que eux, depuis qu'on les a amenés pour la première fois, ils n'ont jamais comparu devant un juge d'instruction. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, alors qu'il y a des dispositions, même par rapport au délai, quand c'est dépassé, on doit mettre les gens à liberté d'office. Ils sont au nombre de combien? Parce que j'ai eu vent de ça depuis pratiquement, je crois, 2013, je crois, quelque chose. Quand il y a eu l'affaire de Koulkota, là, comment ça s'appelle, dans la région de Walam, là. Et il y a eu une attaque dans un village, les marabouts, là. Ça, c'est depuis la conférence nationale. Depuis la conférence, oui, justement. Ah non, si tu remontes à la conférence, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas libérés, ces gens-là? Oui, il y en a plusieurs. À la prison, on ne peut pas les libérer. Non, tu l'avais dit, c'est pas de la vérité. Non, moi, quelqu'un m'a parlé de regarder Zarli. Non, mais non, moi, si j'ai parlé à la conférence nationale, mais il y a un berger là qui est resté pratiquement 8 ans à Koutoukale parce que le matin on faisait les transferts de la DGCE là, on l'a croisé, il partait rejoindre ses animaux, on l'a pris dans le voiture, on l'a emprunté, il est parti. Bon, ça c'est des prisons d'exception. Ça, il n'y a pas de juge, il n'y a pas un juge qui amène, c'est le politique qui décide d'amener, c'est tout. Mais, oui, avant. Mais pour les prisons maintenant, pour les prisonniers de maintenant, normalement, on ne doit pas être... C'est le pôle judiciaire le plus antiterroriste, là, c'est lui qui les amène là-bas. Je tiens à préciser à nos téléspectateurs ou à nos auditeurs qui veulent nous écrire, de mettre leur nom, de signer leur message. Sinon, le message, malheureusement, nous ne pourrons pas les lire. Nous ne pourrons pas les lire, quelle que soit leur pertinence ou leur importance, s'ils ne sont pas signés. Donc, encore une fois, je rappelle donc à tout le monde que les messages doivent être signés pour qu'ils puissent être lus. Alors, ce message ici, je le prends quand même. Il a fait un long texte, mais je résume. Il dit, pour résumer le problème de la justice nigérienne, c'est surtout l'œuvre du politique, de la lenteur dans le traitement et le manque de moyens de la justice
et sa non-modernisation, comme toute affaire humaine sûrement, des brebis galeuses, ça ne manque pas. Les Nigériens ont l'impression que la justice au Niger, ça va, mais là où le bas blesse, on constate vraiment que l'égalité des citoyens devant la loi laisse à désirer. Il y en a qui peuvent tout se permettre sans être inquiétés, pendant que d'autres sont inquiétés pour la plus petite pécadille. C'est une réalité, c'est ce qu'il dit. On a vu des cas, il y a des cas qui sont légion, où il y a des faits graves, où les gens sont laissés libres, ils circulent tranquillement, ils narguent même les citoyens, alors que souvent, pour des pécadilles, comme il dit, on prend de la personne, d'abord... Ou la ségrégation dans les plaintes, il y a des plaintes qui sont traitées avec diligence. Mais il y a même des citoyens qui portent plainte. Il y a des citoyens qui parlent à la notion d'égalité qui d'arme. Parce que même dans les humains, c'est ça le problème aujourd'hui. Pour parler de certains dossiers politiques, quand c'est politique, les gens ils sont pressés d'en finir rapidement. On condamne et puis bon. Parce qu'au moins, ça, et c'est ça qui fait que en Afrique, en tout cas pour longtemps, la justice là, elle sera toujours aux côtés du pouvoir. Je ne dirais pas dans l'absolu, mais en tout cas sur certains aspects judiciaires, elle sera obligée. Laisse-moi finir au Séné. Parce que le plus souvent, dès qu'il y a un problème, il y a deux catégories, sinon trois. Les deux autres se rejoignent, mais il y a deux catégories. Il y a les journalistes et les politiques. Accessoirement les militaires. La société civile aussi. La société civile, voilà. Donc, bon, on se retrouve avec les journalistes. Donc, tout ça, dès qu'ils ont des problèmes, c'est rapidement. On utilise toujours le flagrant délit, rapidement, on évacue. Parce que, justement, ça cause de problèmes au pouvoir. Ça l'embête, ça l'empêche de dormir. Quand vous avez un opposant qui est là, tout le monde entier est derrière vous. Mais si c'est un simple citoyen anonyme, bon, c'est aussi malheureusement l'ordre normal des choses qui fait ça. Alors, ça juste M. Arima, depuis Belma, il dit juste qu'il salue le turban du docteur. Ah oui, il se retrouve quoi. Ça me rappelle le Nord. Ça me rappelle la zone. Oui, aussi. Oui, je veux dire, ce que Tradam vient de dire, c'est que moi j'ai dit en matière de justice, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination. Le citoyen simple aussi comprend qu'on va aller jeter peut-être pour une pécadille, il a besoin d'être jugé rapidement. C'est beaucoup plus facile même de statuer sur son cas que de le laisser en détention préventive pendant 2, 3, 4 ans. On oublie même, parce qu'on ne le fait même pas venir, on ne le présente même pas devant un juge d'instruction. Moi, c'est des cas comme ça. Et c'est ça qui fait l'engorgement des prisons. Moi, je ne dis pas que c'est pas vrai. Mais c'est que malheureusement, c'est la réalité qui est là. Vous avez des jugements qui vont jusqu'à 2h, 3h du matin. Parce que il faut qu'on vide ça. C'est lié à la politique, à la sécurité du régime. Pas de l'État lui-même, mais du régime, du gouvernement. Et c'est comme ça, malheureusement. Non, moi je pense que dans le chapelet justement de discrimination, il y a la question de la partialité. On dit que la justice est partiale, les deux poids, deux catégories de justiciables. Bon, c'est évident, maintenant il faut essayer de corriger peut-être pour que le plus grand nombre ait confiance, comme vous l'avez dit. Il y a une enquête, je crois, qui a été menée par l'Institut national des statistiques là, qui avait un peu relevé justement les citoyens qui font confiance à la justice. Quand vous prenez l'étude, je crois que de 2012, les NISED là, c'est pas du tout rélusant. Je pense que c'est reconstruire l'image de la justice pour que les citoyens, les justiciables aient plus confiance en leur justice et que les litiges les différends soient réglés par exemple, regardez cette histoire de garantie de représentativité. Qu'on dit, normalement, si vous avez ça, on n'a pas besoin de vous en proposer. Aujourd'hui, quel est le journaliste ou quel est l'acteur de la société civile ou bien le politique qui n'a pas une garantie de représentativité? On connaît lui, on connaît son monde, mais on fait abstraction de ça, un avocat, mais quand même, parce que, et ça, personne ne peut me convaincre que ce n'est pas le régime qui le demande. Vous savez, il y a quelque chose qui chiffonne un peu. Moi, je pense que peut-être pour le moment, nous n'avons pas réfléchi à cela. C'est-à-dire comment impliquer le pouvoir traditionnel dans l'exécution, en tout cas, des décisions de justice, surtout en ce qui concerne le pécunier. On sait que dans nos campagnes-là, les Dougaris, ils ont quand même un poids assez important. Et puis, non, donc quand les gens ne veulent pas payer, pourquoi ne pas les renvoyer dans leur région d'origine et puis faire en sorte que on récupère ceux qui doivent voir l'État ou au truc. Moi, je me dis, en tout cas... Par rapport à l'exécution? Par rapport à l'exécution, c'est-à-dire que pas le pénal. Le pénal, ils vont en prison. Mais par exemple, quelqu'un qui vole une chèvre, on le condamne à rembourser la chèvre. Pourquoi l'envoyer en prison s'il est
Matankari, pourquoi ne pas l'envoyer à Matankari et puis exiger que le chef lui fasse payer ce qu'il doit. Et puis voilà. Non, je pense que je pense qu'il faut. C'est une infraction. Au Nigeria, sinon, il joue un rôle de conciliation avec les chefs traditionnels. Oui. Maintenant, quand il y a vol, souvent, on peut libérer les 1000 à travers ce mécanisme-là, pourquoi pas. Non, ça, c'est de ne même pas poursuivre, c'est de faire de la transaction pénale, à mon avis. Une fois qu'on saisit le procureur, puisque c'est des vols mineurs, même si c'est vol chèvre, peut-être bon, c'est un cas de nécessité. On dit, bon, tu as retrouvé ta chèvre, on te la. Et malheureusement, les transactions pénales, là, c'est plutôt ceux qui ont pris les milliards de la politique pénale. C'est une politique pénale. Non, je parle des délits mineurs. C'est une politique pénale au village. Mais parce que le scandale, c'est quoi, Tradam? Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a volé une poule ou un coq au village, on l'a pris parce que c'est du vol, c'est un délit. Il est en prison. Voilà des vols à col blanc ou je ne sais pas comment vous les appelez, qui ont volé des trucs. Mais c'est ça le problème. C'est ça qu'on a permis de rembourser une partie et de les laisser à liberté. Et donc, que cette histoire de bracelet électronique, ça ne fonctionne que quand vous avez Internet un peu partout. Mais moi, je suis sûr qu'à ce Koukoutan, il n'y a pas de... Tu vas même s'insulter là. Non, à ce Koukoutan, il n'y a pas de... C'est vrai, non, alors, monsieur Ahmed Harouna, lui, il pose la question, parce que c'est surtout de ça qu'on discute là. Il dit comment peut-on demander à un système de se combattre? Il n'existe aucune séparation des pouvoirs dans ce pays. Elle est sur le papier, mais pas dans la pratique. Comment c'est ça que je dis. En réalité, mais il ne peut pas. Moi, je ne me fais pas. C'est tout à l'heure, par exemple, est-ce qu'il y a une sincérité dans le discours? Non, moi, je dis c'est juste un peu pour amuser la galerie. Non, moi, je pense que... Sinon, non, il y a la sincérité. Peut-être maintenant, c'est d'encourager. Docteur Mouni, laisse-moi finir. Regardez cette histoire. Dès l'entame du premier mandat de Issoufou, il y a eu des états généraux qui sont tenus dans ce pays. Si on avait mis en application ce qui était ressorti de ces états généraux, on ne serait pas encore là aujourd'hui, en 2022, 2023 bientôt, à parler de ces questions-là. Parce que tout le problème a été exposé, on a trouvé les pistes de solutions et tout et tout. C'est pas tout simplement, c'est pour ça que j'ai dit quelque part, on vient, on discute, on dit des choses, mais le problème c'est que dans l'application, les gens ne veulent pas appliquer parce qu'il y en a qui ne trouvent pas leur compte. Les politiques ne veulent pas que la justice leur échappe, n'est-ce pas? Et les juges aussi, ils se complaisent dans cette situation quelque part parce qu'ils se disent qu'ils ont un rempart. Mais alors que la démocratie, le principe est clair. Les trois pouvoirs sont séparés. L'exécutif, le judiciaire, et ceux qui doivent faire les lois. Moi, je pense que, c'est-à-dire que la question de l'indépendance de justice, partout ailleurs, c'est une quête, hein. Ce n'est pas donné, y compris, on l'a vu ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est Trump qui est en train de dire que c'est une politisation, le fait de nommer un procureur. Donc comme il a dit, donc je pense que c'est une quête, c'est pas pour autant il faut baisser les bras. Il faut dénoncer souvent quand il y a des tentatives de récupération justement du pouvoir judiciaire et pour pouvoir faire en sorte que... Mais par rapport aux États généraux, moi j'ai assisté aux travaux des États généraux, il y a eu des recommandations, il y a un comité de réforme. Tout à l'heure j'ai parlé du comité qui est actuellement en train de réformer le code pénal, le code de procédure pénale. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été appliquées, certainement d'autres n'ont pas. Je l'ai dit, le TIG a été adopté. Donc comme peine alternative à l'emprisonnement, mais malheureusement cela, je ne sais pas pourquoi. Les gens n'appliquent pas ça. Voilà, on ne fait pas ça dans la politique pénale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à cet engorgement justement de nos prisons. Il y a une surpopulation carcérale, mais sinon, il y a beaucoup d'efforts qu'il faut faire. C'est pour ça, puisque nous sommes tous des potentiels et détenus. C'est pour ça, chacun, quand tu luttes pour l'indépendance de la justice, tu le fais pour toi-même, véritablement. Et c'est pour ça que je pense qu'au moins sur cet aspect, de mon point de vue, ce n'est pas dire que c'est juste une profession de foi. Vraiment, le président de la République, comme beaucoup l'ont dit, il était très sincère. Certains pour blaguer, mais en fait, c'est la oui, ça veut dire que la prison, c'est comme l'hôpital. On peut se retrouver là-bas. Franchement, il est sincère dans ce qu'il a dit. Maintenant, au-delà de lui, puisque si aujourd'hui, il accède à cette revendication du Saman qui consiste à faire en sorte qu'il n'y ait plus ses représentants au Conseil supérieur de la magistrature, et ce, quand même, c'est un grand pas qu'il a fait. Maintenant, c'est une façon de mettre face, justement. Maintenant, le reste là, on va voir quel est l'acteur, justement, du système, qu'on appelle la machine judiciaire, qui sera à la base, justement, de ce dysfonctionnement. Lui, il aura dégagé, au moins, en tout cas, sa responsabilité, puisque c'est vous, entre vous, vous faites les choses. Maintenant, on va voir ça. Et qu'il se garde aussi de certaines pratiques. Parce que il faut rappeler qu'il se garde aussi de certaines pratiques. On se rappelle que dans une affaire de militants de son parti, il a convoqué
le procureur de la République et les deux protagonistes pour leur demander de se reprendre et tout. Quand le président de la République on se rappelle de ça. Et bon, maintenant, voilà, quand il vient parler... Moi, je pense que c'est un problème d'encadrement, en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui doivent dire que non, lui ne doit pas faire ça. Absolument. Il peut passer par le ministère de la Justice. Absolument. C'est des choses qui peuvent lui être opposées. Tout à fait. S'ils tiennent des discours comme ça, si jamais ces pratiques-là ne sont pas... Pourquoi beaucoup mettent en doute sa sincérité? La sincérité, tout le monde, en tout cas même c'est plus critique, disent que, en tout cas, on le sait sincère dans ce qu'il fait. Mais c'est que malheureusement, quand il dit des choses, peut-être il n'y a pas le suivi, il ne s'assure pas que ce qu'il a dit là sera respecté jusqu'à la fin de la chaîne. Jusqu'au bout de la chaîne. Parce qu'il ne suffit pas, comme je dis, de venir faire le discours. Maintenant, est-ce qu'il se met en tête lui-même des moyens, des outils pour vérifier l'effectivité de ses dires? C'est ça que le chef doit faire. C'est ça le bon chef. Ouais, c'est ça que le bon chef doit faire. Parce que c'est bon, tout le monde applaudit. Il laisse les gens, mais non, la confiance n'explique pas le contrôle. Et lui, il est dans une situation très difficile où tout le monde lui dit non, qu'il n'a pas la main libre, qu'il n'a pas ceci. Donc c'est à lui vraiment de s'assurer. Il a dit, je vais retirer bientôt mes représentants et celui de la... Donc il faut forcément que ça soit clair et net dans ce qu'il doit faire. Il faut qu'il s'assure que tous les matins que vraiment... On finit avec ce message de M. Boubacar Ibrahim, il dit bonjour presse. En ce qui concerne l'indépendance de la justice, c'est le Nigérien lui-même qui n'en veut pas. Il dit la preuve. Si votre parent est accusé de corruption, au lieu de laisser la justice faire son travail, vous allez user de tous les moyens. Contacter X par-ci, Y par-là, pour faire libérer votre parent. En tout cas, ferez tout pour qu'il n'aille pas en prison. En somme, nous contribuons pour beaucoup à la non-indépendance de notre justice. Absolument vrai. Tout à l'heure, je disais que quand le bâtonnier a dit que nous sommes tous responsables, Tradam pensait que j'ai dit non. Non, c'est pas moi, c'est bon. Moi, il a dit que... Et c'est qu'il dit là. Il dit c'est le juge lui-même qui... Mais il a raison. En réalité, l'indépendance justement du juge, ce n'est pas que vis-à-vis de l'exécutif, c'est vis-à-vis aussi de la société, de son cercle familial, des amis. Parce que chacun veut, effectivement, tant qu'il a le dossier, il faut aller le voir, il faut faire ceci. C'est pour ça que j'ai dit que nous tous, nous devrons faire en sorte que le juge soit indépendant dans ses décisions et il y va de la sécurité juridique de tout le monde. Quelqu'un veut ajouter un commentaire? Oui, c'est de manière générale, je pose le problème. C'est qu'on a faussé le départ, la base. Au sortir de la dernière transition démocratique, il y a eu des textes qui ont été élaborés, y compris au niveau de l'administration dépolitisée. Mais est-ce que ce n'est pas durant cette décennie que l'administration a été à outrance politisée? Alors qu'il y avait les textes qui définissaient les choses et tout et tout. Voilà. Mais si les gens mettent de côté pour faire, parce qu'il faut récompenser les militants, même s'ils sont incompétents, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'au niveau de la justice du jour au lendemain, parce que le président est venu dire, voilà, désormais, vous êtes, ça va s'appliquer. Ça va s'appliquer parce que ça a atteint un niveau où chacun sent que... Non, ça va s'appliquer aussi. Si, par exemple, dans les jours à venir, dans les mois à venir, voilà, on observe un changement. Il a promis des sanctions. Par exemple, ceux qui... Oui, on a promis des sanctions. Ceux qui font des retards. Les retards... Sur la base des preuves, justement. C'est des sanctions, là, peut-être, les gens conseillent à voir. Oui, d'accord, mais est-ce que bon, c'est ça, tout à l'heure, tu as résumé la chose. Que le tout n'est pas de dire. Le tout encore, faudrait-il vérifier si ce que j'ai dit là, est-ce que c'est mis en application? Est-ce que les gens sont en train de respecter ça? Et il est facile pour lui de pouvoir vérifier si les gens respectent ou pas. Il a interpellé les présidents des tribunaux, les responsables. Je veux juste, pour montrer comment les chefs agissent. Je parle de la région de Dr. Mokhe. Vous savez comment le lycée de Difa a été créé? C'est pas de Difa. De Mene. C'est pas de Mene. Le lycée de Mene a été créé. Toi, tu étais de Goulé. Je n'ai pas c'est la même vision. Ils savent que c'était Kounché qui était, à l'époque, président, il était dans la zone et les gens ont sollicité la création d'un collège. Mais lui, il n'avait pas entendu collège, il a entendu lycée dans sa compréhension. Et il a dit dans son discours que cette année, on va créer le lycée. Après, à la résidence, les gens me disent, monsieur le président. Ouais, donc il dit, moi j'ai dit lycée. Donc, à vous de voir. C'est pas le collège. Donc vous voyez, ici, Bazoum a dit, voilà comment ça se fait. Donc,
Les gens vont me dire non. Je dis, faites ça que j'ai dit. C'est comme ça va se faire. Moi, je crois que j'ai eu à le dire une fois ici. C'est-à-dire, le problème de Bazoum, c'est le contrôle a posteriori. Et surtout la maîtrise de l'administration, parce qu'apparemment, il n'a pas d'administrateur civil autour de lui. Moi, je crois que c'est ça le principal. Une observation que vous avez déjà faite. Oui. Non, je pense, oui. Moi, je pense que, sincèrement, quelle que soit sa volonté, s'il ne s'entoure pas de compétences, ça va être très compliqué. Au niveau de la magistrature, je suis sûr que le texte va passer. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ce niveau-là. La Halcia, tout le monde sait aujourd'hui, en tout cas, que c'est pratiquement une institution politisée. Maintenant, si le président peut se laver les mains et demander aux magistrats eux-mêmes de désigner le plus propre et le plus compétent parmi eux, où est le problème? Et en ce moment-là, je pense que les dossiers qui vont venir vont être traités uniquement sur le plan de la justice et non sur le plan politique. Le secrétaire général du SAMAN, avec lequel on a fait cette interview, dont on a suivi un extrait, on a posé la question justement de savoir est-ce que ça l'a touché là. C'est vrai, j'ai discuté, blabla, est-ce que quelque chose va changer? Il a dit que lui, il est sûr que quelque chose va changer. Oui, on a pris l'extrait, mais en fait, c'est ça qu'il a dit. Oui, en fait c'est moi-même qui l'ai fait l'interview. Et il m'a dit que oui, Abdraman, ça va changer avec ce qu'on s'est dit. Oui, que lui, il pense que des choses vont changer. Et puis, bon, on verra. C'est là, j'ai lu même Saman qui l'a dit. Voilà, et on verra comment ça va se passer. Oui. Alors, deuxième sous-thème de presse plus rapidement avec vous, Karamadou, notre camarade de la rédaction de la télévision d'enfants. Renaissance Acte 3, le règne du surplace. 19 mois que l'actuel président de la République, Mohamed Bazoum, est investi. Et autant de temps que les Nigériens attendent des réelles avancées sur les grands défis du pays. La lutte contre la corruption et l'impunité, l'éducation, la santé, le développement rural, etc. Bref, le mieux-être et le bien-être individuel et collectif au Niger, à en croire beaucoup d'analystes, reste encore un mirage. Bazoum peine à marquer son empreinte. Pourquoi ce décollage met-il autant de temps? Peut-on à ce stade parler déjà de bilan pour le gouvernement Oumoudou? Débat à suivre dans un instant. 15 novembre, le quotidien L'Enquêteur titre à ce propos: Gouvernement Oumoudou, l'immobilisme comme seul bilan. Gouvernement Oumoudou, l'immobilisme comme seul bilan. Non, ce n'est pas de cet enquêteur-ci qu'il s'agit, mais de celui qui suit. Voilà. L'immobilisme comme seul bilan. En parlant du gouvernement de Oumoudou. L'enquêteur, donc, dans sa parution du 15 novembre. Le journal Le Nouveau Républicain a titré, là c'est un hebdomadaire, Bilan du régime de la Renaissance Acte 3, des paroles en l'air à la place d'actes concrets. Des paroles en l'air à la place d'actes concrets, titre Le Nouveau Républicain, en parlant du bilan du régime de la Renaissance, acte 3. Et puis, autre hebdomadaire, Le Monde d'aujourd'hui, qui titre Inertie dans la gouvernance Bazoum. Trop de discours, peu d'action. Inertie dans la gouvernance Bazoum, trop de discours, peu d'action. Est-ce qu'on peut résumer ça ainsi? Trop de discours, peu d'action. Quand on regarde un peu les choses, c'est qu'on a comme l'impression que on ressasse les mêmes choses. N'est-ce pas? C'est un peu comme quand tu regardes un phénomène ici, les histoires de séminaires à télé. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, le Premier ministre s'est prêté à un entretien avec la télévision publique nationale pour faire le bilan. Donc, oui, mais en plus, c'est un bilan mitigé qu'il a présenté. C'est mitigé. Parce que quand vous prenez tous les secteurs donnés, par exemple, quand on prend au niveau de la corruption, est-ce que véritablement on est en train de lutter contre la corruption, contre les détournements des deniers publics? Malheureusement, les gens n'ont pas ce sentiment-là. Et ça ne peut pas marcher tant qu'on refuse de faire des sanctions. Et regardez, quand la Cour des comptes a fait son rapport annuel, comment vais-je dire, 2020, n'est-ce pas, où ça a été présenté publiquement. On s'est rendu, on va faire un séminaire pour les ministres de capitalisation des fautes, des détournements et autres. Mais non, c'est un peu ça. Pourquoi ça ne se répète pas? Non. Là où ça doit bouger, c'est que quand on constate qu'au niveau du fonctionnement,
qu'on sévisse. Je ne veux pas dire forcément prendre les gens, mais les dégager pour mettre des gens avec obligation de résultats, de rendement. Mais on regarde le même monsieur qui ont fait les pratiques, les mauvaises pratiques, on dit on va capitaliser les recommandations. En quoi on va s'attendre à ce que quelque chose change? C'est ça malheureusement. Quand vous regardez, je me pose la question, quand vous regardez pratiquement en semaine, séminaire, atelier de ceci, séminaire de cela, pour faire des recommandations. Des choses pertinentes, hein, des idées pertinentes, mais qu'on ne met jamais en application. On a juste bouffé l'argent du partenaire, séminaire de... Il faut qu'on arrête. On ne peut pas développer un pays avec des séminaires à bout de chemin, à tout bout de champ. Et cette situation fait qu'aujourd'hui, même concernant par exemple la situation de l'école, les gens passent le temps à recenser les problèmes, n'est-ce pas? La dernière fois, j'ai vu, il a suffi qu'on dise, bon, il y aura 2000 et quelques classes qui vont être construites sur fonds propres. Les gens sont fiers de dire sur fonds propres. Mais est-ce qu'ils construisent l'école là? On a besoin de venir chanter que l'État est en train de construire 3000 classes. Sous les deux décennies, les deux quinquennats de Youssou, on a dit 2500 classes. Personne ne s'est amusé à faire le bilan à la fin de comment on appelle ça, jusqu'à Youssou. Il faut faire le bilan, il faut montrer on en est où. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été dissipés dans ces politiques-là, sans qu'on cherche. Les 3N, c'est la même chose. On a parlé de 3N, on dit on va sortir de la faim, n'est-ce pas? On a même reçu un prix. Aujourd'hui, on continue avec les 3N, on engloutit des milliards. Et de l'autre côté, chaque année, il faut chercher à manger à 4 millions de Nigériens. Alors, où sont passés ces montants faramineux qu'on a mis dans ce coup? Moi, c'est ça que j'ai dit, il faut faire. Parce que quand les gens viennent s'asseoir dans un bureau, faire des bilans sur papier, de machins chiffrés, souvent on invente même les statistiques, les chiffres. Sur le terrain, vous allez constater qu'il n'y a pratiquement rien du tout. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est déplorable. Et en cela, moi, j'ai dit, nous sommes dans l'immobilisme encore. Encore, nous sommes dans l'immobilisme. Parce qu'on ne veut pas changer de pratique. On ne veut pas changer la façon de faire. Tant qu'on ne change pas la façon de faire, je parle sous le contrôle de Dr Moy. Il faut sanctionner, pas forcément en envoyant en prison, mais en dégageant. Ce n'est pas parce que vous êtes du bord politique. Si vous êtes incompétent, il faut vous mettre de côté. On met quelqu'un qui peut donner des résultats. Voilà comment on peut faire avancer un pays. Mais pas maintenant la même personne qui a la propension plus à faire même basse sur les fonds, qu'à réaliser des choses qui sont visibles, qui peuvent contribuer à changer comment dire, le quotidien des citoyens. On parlait tout à l'heure de l'inamovibilité du juge qui est énoncé dans la Constitution. Mais ici, on constate plus que ce n'est pas les juges qui sont inamovibles, c'est le personnel politique qui est inamovible, c'est le ministre et les autres gens qui ne bougent pas, ils sont là malgré les affaires qu'ils posent. Malgré les comptes ils vont d'un parti à l'autre. Ils ne bougent pas. Pour toujours garder le poste. L'immobilisme est lié à ça, il est lié à ce niveau. Non, vous savez, on a parlé de bilan du mobilisme. Le cas du président Bazoum, c'est un cas à part, c'est un cas exceptionnel. Parce que c'est la première fois, comme on a l'habitude de répéter sur ce plateau, qu'un président du même parti cède sa place à un autre président du même parti. Celui qui était parti a fait 10 ans, il a fait son bilan. Avec son bilan, donc, Bazoum est assis sur la base de son bilan. Et c'est de là où le problème s'est posé. Quand les rédacteurs du projet de société de Bazoum ont voulu avoir la liberté de choisir le secteur, ils ont été vite rattrapés par l'histoire, par le parti, pour dire non, il n'y a pas de nouveau programme à faire, il n'y a pas une rupture comme on l'a dit, c'est une continuité. Et quand vous continuez, effectivement, quand c'est une continuité, vous ne pouvez pas réellement vous démarquer de ce qui est là. Je suis sûr que ceux qui avaient eu cette initiative, c'est partant de tous les travers qu'ils ont eu à observer lors des 10 ans. Ils ont voulu donner une nouvelle chance à leur candidat de se présenter en candidat nouveau, même si c'est pas évident, mais quand même qu'il y a une offre nouvelle. Une offre nouvelle, voilà, une offre politique nouvelle, avec un gars issu certes du Sérail, mais dont on connaît certains détachements par rapport à beaucoup de choses de la vie d'ici-bas. Mais ça a été retoqué, on a préféré reconsidérer le premier bilan et s'intégrer, s'agripper à ce même bilan pour dire on consolide et on avance. Mais
on ne peut pas consolider et avancer sur des choses que tout le monde a dénoncées. Sans pour autant faire des hiatus, des coupures lourdes. Et les deux aspects évoqués par Ousseini sont l'un des aspects les plus importants. Exactement. Les 3 N, voilà. Qui est la politique de développement rural. Salué par tout le monde. On a été à Rome pour, moi je me souviens, on a été à Rome pour recevoir un prix pour ça. Et puis l'école. Voilà, et l'école. Mais où on a promis 25% du budget chaque année. Exactement. Donc rien n'a été fait. Et c'est pourquoi j'ai dit, la dernière fois quand on faisait le débat, j'ai dit, si le président Bazoum ne fait pas attention, on va le traîner dans cette histoire de consolider. Il ne va rien consolider. Il va se présenter à la fin sans un bilan réel parce que justement, il n'avait pas quelque chose à présenter. La seule petite différence où il a fait une trouvaille, c'est en tant qu'enseignant, le domaine qui doit être son domaine de prédilection par excellence, c'est l'enseignement où il a décidé de faire des internats pour les filles. C'est ça peut-être la seule nouveauté qu'on observe, et si ça va se généraliser, parce qu'il y a le concours de certaines institutions financières internationales qui vont l'aider à faire, et aussi un autre aspect, même si on dit que c'est sur fonds propres, mais aujourd'hui c'est une exception. C'est fonds propres que l'État construise des classes en matériaux définitifs. Tu as dit on a fait 10 ans. Oui, c'est une annonce, justement. Mais oui, oui c'est une annonce. Oui, c'est une annonce. Même si tu dis l'État se gargarise, tu dis que c'est sur fonds propres. Mais laisse-moi finir. C'est une annonce. Mais c'est quand même une bonne intention. Même si on dit, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il y a l'intention qui est là sur ça. Sur ces deux aspects, au moins, ça commence à se dégager. On peut penser qu'il peut, à la fin, peut-être présenter quelque chose. Mais tous les secteurs, tous les autres secteurs, il ne peut pas parce que c'est la même chose qui est là. Regardez bien. Il y a deux secteurs. Regardez le ministère de la Santé. Ça n'a pas bougé. Pratiquement, tout le monde du ministre, il n'y a que le SG qui a été changé récemment, mais c'est la même architecture. Ils ont le même bilan. 10 ans durant plus maintenant 2 ans. Quel bilan? Pratiquement dans tous les ministères, quand vous remarquez, le ministère des Finances, où c'est quand même là où tout se décide en tant que finances, c'est la même chose. Non, le santé, l'actuel ministre est venu en 2016. Hein. L'actuel? Oui, il est venu en 2016. Avec la crise. Oui, mais voilà, mais il a 8 ans. Mais il est dans le bilan du. Il est bilan dans le deuxième. Il est dans la 7e année. 7 ans. 7 ans. 7e année du. Donc les secteurs où on peut vraiment on fait bousculer rapidement, ce sont les secteurs qui sont restés pratiquement les mêmes, entre les mains des mêmes personnalités politiques ou des mêmes personnalités techniques, et dont on a toujours décrié les bilans. Donc on ne peut pas parler réellement de bilan. S'il veut avoir un bilan réel, c'est-à-dire il faut qu'il revoie son projet de société, qu'il l'adapte à ce qu'il a observé lui-même comme il avait voulu le faire dès le début, et que ça a été resté. Mais maintenant, 2 ans après, il faut changer de braquet. Je pense qu'après le bilan de 2 ans, il va lui-même se dire qu'il faut changer de braquet. Là, la trajectoire qu'on est en train de prendre, elle n'est pas la bonne. Il faut refaire. Sinon, ça ne peut pas avancer, ça va se gripper. On a déjà reporté à plus tard. Ce n'est pas en soi. Normalement, construire des classes ou des salles de santé, des centres de santé, c'est du ressort. Mais considérer que c'est une prouesse. Mais moi, c'est ça, quand je vois des gens. Bon, ça c'est la communication politique. L'État est obligé de construire des écoles. Mais bien sûr. Des centres de santé. Je disais, même si on a reporté déjà plus tard, pendant parler de changer de braquet, et puis revenir à des proportions plus faisables, plus réalistes et qui collent mieux aux désirateurs de la population et surtout à l'engagement du président de la République lui-même par rapport à ce qu'il a voulu faire. J'ai dit, on a déjà reporté à plus tard les changements de gouvernement qu'on a annoncé aux gens, etc. Et donc, bon, s'il faut reporter à plus tard tous ces non, je n'ai pas dit plus tard, j'ai dit, on a fait 2 ans. C'est ça que j'ai dit, on verra. Et c'est pourquoi je disais que, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le premier ministre a déjà fait son bilan. Les 16 mois ou 15 mois, 18 mois. Si, il a fait un bilan, il a un peu brossé presque tous les aspects. Et c'est un satisfait
Général, comme d'habitude. Oui, absolument. Bon, j'ai pas suivi. Malheureusement, en tout cas, tu as dit le mot. La notion d'inamobilité colle plus au personnel politique qui ne veut pas bouger, même si on n'a pas de bilan, malheureusement, qu'on s'incruste à un poste, alors que effectivement le président de la République a un bilan, ne serait qu'à mi-parcours, pour dire que voilà ce que j'ai promis le jour où j'ai pris fonction, et voilà, en tout cas, après 2 ans de l'exercice du pouvoir d'État, voilà ce que j'ai pu réaliser. À mon avis, et même ses amis politiques doivent quand même lui concéder que on ne peut pas consolider même ce qui n'a pas marché. Parce que la consolidation, en tout cas la capitalisation des acquis, c'est quelque chose de positif. C'est ce qui est positif, à mon avis, qu'on doit renforcer, consolider, mais ce qui n'a pas marché, il faut rectifier le tir, puisque c'est le même système, c'est au bénéfice justement du parti, quand on aura fait. Maintenant, si les gens refusent même ce qui n'a pas marché, on est réticent, on est réfractaire, justement, à rectifier le tir pour donner des résultats, ça pose un problème. Et je pense qu'à mon avis, comme vous l'avez dit, bon, c'est vrai, on a annoncé des remaniements peut-être en janvier. Les gens disent, d'autres disent en janvier, on ne sait pas. Parce que si le personnel politique est inamovible, tout à l'heure, Bounty a dit, on constate cette transhumance où les gens, par peur de perdre des positions, on change de bord pour toujours rester. Mais ça pose un véritable problème. Je pense que c'est à ce niveau, même s'il n'y a pas de plan de carrière, puisqu'on ne fait pas la carrière, en tout cas politique en tant que telle, mais il faut quand même qu'on dise, à un certain moment, quand on fait 5 ans à un poste, y compris au gouvernement, je pense qu'on aura donné le maximum de ce qu'on doit donner. On doit laisser la place à quelqu'un pour venir le faire. Mais tant qu'il n'y a pas un consensus, justement au niveau des amis de Tradam, les amis politiques, mais ça ne peut pas marcher. À mon avis, il y a quelques résultats par secteur. Vous l'avez dit, peut-être le bilan, en tout cas le secteur où il peut se prévaloir d'un bilan quand même qui est là. Au niveau du secteur de l'éducation, c'est évident, avec l'internat des jeunes filles. Il me semble que les classes en paillotte, là, ils ont déjà donné, les gens, dans certaines contrées, les gens ont déjà commencé à le faire. Et je pense que, voilà, par exemple, ça, c'est un aspect où il doit rectifier le tir, justement, de 10 ans du président Issoufou, où il avait promis d'affecter 25% du budget au secteur de l'éducation, en tout cas les secteurs de l'éducation, et qu'aujourd'hui, la priorité, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas prétendre développer un pays sans mettre l'accent sur la question de l'éducation. Et je pense que c'est extrêmement important. L'autre enjeu, c'est la question de l'éducation de la jeune fille en particulier. Donc je pense que quelque part, aujourd'hui, après les 2 ans effectifs, quand lui-même, il va faire son bilan, sur la base peut-être du bilan à mi-parcours présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, vous l'avez dit, je ne l'ai pas suivi malheureusement. Donc il va voir réellement qu'est-ce que lui-même il a pu faire véritablement, de quoi il peut se prévaloir dans peu de temps. Et lorsqu'il va constater que on est en train, il ne lui restera que pratiquement 2 ans, au bout de la 4e année c'est fini, c'est les préparatifs de la campagne, mais il sera obligé, même si ses amis ne veulent pas, puisque celui qui sera comptable devant la nation, il est l'élu de la nation, mais il va falloir rectifier le tir, placer qui il faut à quelle place, comme Hussein l'a dit, et exiger une obligation de résultat au bout d'un certain temps pour pouvoir rattraper peut-être ceux qui fait du surplace jusque-là. Bon, Tradam, tu rigoles, mais moi je n'ai pas exercé. Peut-être c'est une perception de quelqu'un qui n'a pas vécu au cœur du pouvoir, mais justement c'est un peu comme ça. Mais je pense que il ne va pas quand même s'accommoder des gens qui n'ont pas de résultat et qui ne sont pas en train de l'aider à avoir un résultat. Ça, il ne faut pas quand même qu'on se fasse d'illusions, à mon avis. Mes problèmes avec Issouf sont dus à ça. Moi, je n'ai jamais cru aux 3N. Jamais. Les Nigériens, nous, c'est les Non, c'est-à-dire, vous savez, je suis dans une position unique. Oui, je suis arrivé. Je suis arrivé à la présidence. En tout cas, j'étais le premier nommé. Et j'ai découvert que tout ce que Tadja a fait, il fallait mettre ça de côté. Moi, ça m'a choqué. Parce qu'il y a des secteurs dans lesquels, avec 517 ou 519 milliards, il a fait des merveilles. C'est l'école, la santé et l'hydraulique. On pouvait continuer et puis mettre de côté, peut-être, ou améliorer avec les 3N. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On a mis carrément. Si vous allez, même les archives là, on les a fait disparaître. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que je trouve que c'est comme s'il n'y a pas de continuité au niveau de l'État. Vous pouvez changer l'appellation et continuer, puisque ça a donné des résultats, continuer. Mais je vous assure que c'est parce qu'aujourd'hui, le personnel politique, le personnel administratif
les gens ne disent pas la vérité. Pourquoi? Même si on vous parle de taux à 2 chiffres, mais c'est faux. Pourquoi le taux de croissance? Pourquoi? Parce que le taux de croissance à 2 chiffres là, en réalité, c'est pour payer le service de la dette. Ce n'est pas pour améliorer. La preuve, on vous dit, on a promis 25%. Mais la guerre fait que. Non. Oh, dans cette guerre, l'argent liquide est détourné. Une bonne partie, en tout cas, de l'argent est détourné. Donc, en réalité, c'est parce qu'on ne se dit pas. Regardez le dernier budget, 3 milliards et quelques là. Mais c'est faux. Ça ne peut pas être exécuté. Pour la simple raison, moi, je ne suis pas un économiste. Non, moi, je ne suis pas un économiste, mais je vous dis. Nous sommes dans une situation où ces gens vont faire des prévisions mirobolantes. Mais la réalité est là. La guerre en Ukraine fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans un certain nombre de matières, les prix ont augmenté. En plus, c'est que le Niger n'est pas un pays qui a accès directement à la mer. Le Niger s'approvisionne par 3 voies principales. La voie de Cotonou, Gaïa, Dosso, Niamey, ou Maradi ou ailleurs. La voie Abidjan, Ouagadougou, Niamey et ailleurs. Et la voie, par exemple, qui quitte Lomé, Burkina. Il y a le Nigeria. Oui, non, c'est-à-dire beaucoup de marchandises qui vont au Nigeria passent par là. Moi, oui. Qui partent au nord Nigeria. Pour aller au Nigeria, passe par là. D'où le problème de reversement. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux principaux axes sont bloqués par l'insécurité. Donc ça veut dire qu'au niveau des recettes de l'État, l'État va subir des chutes drastiques au niveau donc de ces recettes-là. Parce que je ne vois pas qui va prendre le risque de faire débarquer ces marchandises à Abidjan pour les acheminer à Ouagadougou. Surtout qu'entre Ouaga et Bobo Dioulasso aussi, les terroristes se sont implantés. De sorte que la dernière opération de l'armée burkinabé, c'est vers Boromo où elle a délogé un camp. Donc, quand vous faites des prévisions, moi je pense qu'il faut tenir compte de la situation réelle du pays. C'est vrai que c'est des prévisions, mais ce budget ne sera jamais exécuté parce que les recettes de l'État ne vont pas suivre. Si les recettes de l'État ne vont pas suivre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce que vous aurez promis là, en tout cas peut-être un tiers sera réalisé. Moi je me dis, dans ces conditions, il faut être sérieux, il faut parler aux gens franchement. Même cette histoire de 100 internats filles là, moi je n'y crois pas. Parce que les organisations internationales peuvent les construire, mais l'État n'a pas les moyens de les entretenir. Il ne faut pas se mettre des gens. Maintenant vous pouvez dire, écoutez, on va s'en tenir à une école par région, maintenant convertissez-nous l'argent pour que nous puissions les entretenir ces écoles-là. Mais vous ne pouvez pas créer... Oui, internat. Vous ne pouvez pas construire 100 internats et aujourd'hui les entretenir au Niger. On est le cas aussi des universités publiques. Pour que ça ne soit pas comme le cas des universités publiques où aujourd'hui on sait que le fonctionnement même... L'intention est louable, mais... Moi, je pense que sincèrement, il y a 3 ministres qui doivent sortir dire la vérité aux gens. Le ministre des Finances, pour que les gens sachent la situation réelle des finances publiques du pays, le ministre de la Sécurité intérieure, là, le ministre de l'Intérieur, pour que les gens sachent que, compte tenu justement de la restriction de notre espace vital, voilà ce que sont devenus les terroristes, et le ministre de la Défense, pour que nous sachions si nous sommes en train de gagner la guerre ou pas. Moi, je crois que les 3 ministres là sont essentiels. Non. Mais sinon, sincèrement, ces histoires de 3N, PDS, mais je pensais que moi, je vais venir investir mon argent au Niger, sachant que entre Wallam et Niamey, je peux être attaqué. Hein? Non. Ça dit que les 3 ministres... Non, entre Wallam et Niamey est considéré comme une zone verte. Non. Il n'a qu'à sortir dire la vérité. Moi, je ne vais pas faire des choses. Il n'a qu'à sortir. Non, mais il y a des tronçons effectivement qui ont été classifiés praticables. Il n'a qu'à sortir dire. Même si mais Niamey Wallam, c'est pour le moment. Oui. Alors rapidement, on a déjà fait un peu de temps de comment on est. On va juste donner 2 ou 3 messages. Le premier message est celui de M. Adam Ousseini. Nous avons un président qui connaît tous les sujets, les problèmes de ce pays, et se permet même de connaître les problèmes des autres pays. Mais malheureusement, on ne dirige pas un pays avec un groupe d'amis. Les amis, c'est à la fada. La gestion du pays, c'est souvent avec ses ennemis. On tient à réaliser des projets parce qu'il n'avait aucun sentiment. Tanja, c'est avec le cerveau du pays qu'il l'a fait. Et même Issoufou, ces travaux qu'il réalise, c'est par le forcing. Bazoum, c'est le discours pour montrer aux différents partenaires qu'il est honnête. Un pays, c'est par le travail qu'on le développe. On retrousse ses manches et on tape sur tout ce qui freine les avancées.
Tout à l'heure, je pense qu'on l'a dit, Hussein a dit, et véritablement, c'est la question justement des compétences avec lesquelles il doit être entouré pour vraiment pouvoir relever les défis et avoir des résultats qui pourront sortir le Niger de l'ornière. Mais tant que le personnel politique pense qu'il est inamovible, on ne peut pas bouger parce que bon, on a conquis le pouvoir, on va rester au pouvoir à notre place, même si on n'a pas de résultats, ça pose véritablement le problème. C'est pour ça, à un certain moment, je pense que les gens doivent accepter, au bout de peut-être 5 ans au maximum, qu'on ait des bons résultats ou pas. On doit dire, bon, il faut aussi donner le témoin à un autre qui pourrait faire peut-être autant que moi, sinon mieux que moi, parce que la finalité, c'est le développement du pays, c'est avoir vraiment des résultats. Et l'autre chose, comme je l'ai dit, c'est d'accepter là où ça n'a pas marché, sous les 2 mandats du président Issoufou, que les gens, qu'il rectifie le tir. Hein, pardon? De quoi? Des policiers de carrière. Voilà, des professionnels de la politique. Oui, mais ça pose un problème. Depuis la conférence nationale. Ils sont des politiciens. Oui, mais il faudrait d'autres. Il n'y a rien. Dans ce pays, depuis la conférence nationale, tout celui qui devient leader politique, il est à vie. Il ne fait aucune activité, rien, il est là pour la politique. Oui, mais je me rappelle à l'époque, il y avait un paradigme, on parle de lettres de mission qu'on donne au ministre. Mais justement, il n'y a pas eu de bilan pour voir que les lettres de mission qu'on a données au ministre là. Les lettres de mission, elles ont duré juste 1 an. C'était Mahmoud qui l'avait expérimenté. Il fallait continuer dans cette lancée et ça regroupe ce qu'Hussein a dit, ça rejoint ce qu'Hussein a dit, l'obligation de résultat. Le président a présenté, comme tu dis, un projet de société, un programme politique où il a fait un discours, voilà, tel volet. Il te nomme 2-3 ans, si tu n'as pas de bilan, mais il te débarque parce que lui, il a un bilan à présenter à la fin justement de son mandat. Vous savez, le véritable problème qui se pose à ce niveau, vous nommez un ministre, supposons qu'il est compétent, tout ce que vous voulez. Vous collez un SG, donc le SG pense que c'est lui qui a plus de mérite que lui, ministre. Vous avez un directeur général qui pense que le ministre, bon, il est là, on s'accommode. Ça ne peut pas marcher. Il faut avoir l'honnêteté de dire, même s'il y a des alliances politiques, il faut quand même trouver des gens qui ont l'intelligence de comprendre que le ministre, même si il n'est pas de mon bord politique, pour le moment, c'est lui qui est chargé, c'est lui le chef de l'administration. Voilà, c'est lui, n'est-ce pas? Et le SG aussi, c'est comme ça. Le directeur général, c'est comme ça. Mais si... Mais les gens passent outre. Moi, il y a des choses, c'est sur un plateau, je ne peux pas parler, mais parfois les ministères, c'est des vrais affaires. Hein. Mais ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Souvent, mais même le SEN, il semble que le SEN intervienne souvent même dans les affectations des directeurs. Ce n'est pas le rôle d'un comité exécutif national. Moi, je suis désolé. Oui, non, un parti politique n'intervient pas n'importe comment. Si vous avez des militants dans le secteur, est-ce qu'ils ont la compétence? S'ils n'ont pas la compétence, envoyez-la à l'école. Oui, mais tu penses qu'à ce niveau, c'est là où il faut rectifier le tir dans ce cadre-là. Parce que quand le ministre échoue dans ce cas, on ne peut pas lui en vouloir s'il n'a pas de résultat. Parce qu'on ne lui a pas donné la liberté de choisir ses collaborateurs. Quand on t'impose, je peux comprendre, on peut te recommander quelqu'un quand il est compétent. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout compétent, on te l'impose. Mais on ne va pas exiger de toi un résultat là. Mais qui t'a dit qu'il est là pour les résultats? Mais c'est pourquoi, docteur, parfois, je m'excuse parce que peut-être moi j'ai vécu des choses. C'est pourquoi j'ai. Voilà. C'est pourquoi je me fais rire quand toi tu étais dans la combinaison gagnante. C'est un peu dans le même sens. M. Megal il dit en parlant de lui, nous avons écrit une tribune dans laquelle nous plaidons pour que le président Bazoum siffle la fin de la récréation politique. Nous avons comparé la situation sociopolitique de notre pays à celle d'un avion à bout de piste, prêt à décoller, et qui, pour excès de surcharge, est obligé de revenir se délester de la dite surcharge. Il faut absolument pouvoir se débarrasser des forces d'inertie au sommet de l'État et à l'échelon inférieur et faire la promotion des personnes de qualité. Sans cet effort d'élagage des porteurs de contre-valeurs, il n'y a pas de consolidation à fortiori d'avancement. Non, mais l'exemple qu'il a donné, n'essayez pas. Parce que l'avion, sauf que l'avion, dès qu'il a quitté le parking, il a quitté le parking avec sa surcharge, il va décoller avec sa surcharge, quitte à ce qu'il retombe. Et si c'est ça, effectivement, ça va retomber. Parce que
l'avion, c'est le chargement qu'on constate qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Donc, voilà, mais c'est pour ça que ça ne décolle pas. Et il ne peut même pas, normalement, il ne doit pas être... Non, il arrive à la vitesse là, c'est la rotation. On finit avec ce message de M. El Haji Karim Gazibo. Il dit qu'il s'est retraité, il est à la retraite. Karim Gazibo, il dit, dans la situation actuelle du Niger, il faut plutôt parler de décadence et non de renaissance. Donc, votre avion là, pour lui, c'est pas craché. Non, c'est l'avion de Méga. Non, vous savez. En réalité, moi je dis, en réalité, en matière de gestion là, le problème c'est que ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont complexés. C'est quoi? Quand on est pris par le complexe là, savoir reconnaître ses limites et chercher à voir dans quel... Mais quand on se met dans une posture où on considère qu'on connaît mieux que quiconque, que tous les autres, et que nous recelons de tout ce dont nous avons besoin pour développer, voilà ce qui a plombé, en tout cas pendant ces années de fonctionnement. Tout à l'heure, refusez d'écouter. Pensez que nous avons solution à tout, alors que vous n'avez solution à rien du tout. Ou c'est des gens qui sont là parce que c'est des partisans, il faut les récompenser et tout et tout. Et on trouve l'expression sous la haute bienveillance du président de la République. On met le ministre en jeu, on met le président. Ça ne développe pas. Le ministre se cache derrière le président. Les directeurs généraux se cachent derrière le président. Tout le monde se cache. Personne n'a une initiative personnelle. Tout le monde se cramponne. C'est le président qui a dit, conformément à la déclaration de politique, mais toi, tu as initié quoi comme depuis que tu es là? Quelle est l'innovation que tu as apportée pour qu'on puisse aller de l'avant? Voilà un peu le problème. Et on est dedans, on ne va pas en sortir. C'est pour ça, bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec le retraité là. C'est vraiment une situation de décadence. Parce que quand on gère un pays, on considère qu'on est sur la bonne voie, alors que tous les signaux sont au rouge. Il n'y a pas à vouloir s'enorgueillir, dire qu'on a fait ou on a changé les choses. Aujourd'hui, tout le monde, quand les gens ouvrent la bouche, à l'école, on est en train de faire des internats. Je suis d'accord avec Bounty. Ce n'est pas le fait de faire des internats. L'internat, c'est surtout la gestion des internats. C'est ça qui coûte cher. Ce n'est pas la construction des infrastructures. Il faut que les gens... Parce que les internats, il y en a eu, mais ça s'est arrêté. À l'époque où on n'était pas nombreux. Mais alors, on va penser qu'on va créer, alors qu'il y a des politiques, comment dire, des stratégies alternatives qui peuvent être mises en place par rapport à ces questions de filles, que même les partenaires qui sont là, qui interviennent sur ces questions-là, ont initié et qui a marché. C'est-à-dire trouver des, comment on appelle ça, dans les villages proches ou des gens qui peuvent prendre la... Est-ce que c'est le résigne tout? C'est le déni, le refus. Le déni, la réalité, c'est la... Moi, je pense que c'est surtout les compétences. Parce que quelqu'un qui est compétent, il écoute. Quand vous vous rendez compte que vous êtes face à un mur, vous allez chercher une solution avec quelqu'un d'autre. Mais ici, le problème, c'est que, fondamentalement, moi, j'étais dans la haute administration, mais il n'y a pas beaucoup de gens compétents, hein, moi, je vous dis. Voilà, je vous assure que vous avez des conseillers à la présidence qui ne peuvent pas vous écrire une note technique. Donc, je me demande à quoi ils servent. On les a emmenés là simplement parce qu'ils sont du PNS. Et puis ça s'arrête là, quoi. Moi, je me dis que notre premier problème, c'est... On a parlé la dernière fois des finances publiques et des spéciales. Après eux, et les planificateurs de renom, là, c'est vraiment la gnognotte, quoi. C'est la marmaille, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas simplement parce qu'il n'y a plus les compétences. Et là, moi, je me dis que pour que ces compétences-là reviennent, quelqu'un a dit, un Burkinabé a dit, quand vous êtes compétent dans l'administration et que vous allez jusqu'à la retraite sans former trois jeunes, c'est un crime d'État. Donc, moi, je me dis sincèrement, il faut ramener peut-être certains de ces anciens-là à encadrer les jeunes pour que... Sinon, s'il n'y a pas d'administration qui marche, il n'y a pas de développement. Donc, oui, vous savez, ce qu'on a l'habitude de dire toujours, c'est qu'on ne vient pas dans un cabinet présidence prémature pour apprendre. Non, on vient pour exceller. On vient pour exceller. Et tant qu'on n'excelle pas, ça ne peut pas marcher. Et moi, je dis, encore une fois de plus, l'espoir peut être permis. Il faut que lui, le président de la République, puisque c'est lui, in fine, qui a toute cette responsabilité, c'est lui qui a un bilan à présenter, ce n'est pas nous, il faut qu'il se convainque lui-même qu'ils ont beau être ses amis, ils ont beau l'aider à avoir fait des choses. Aujourd'hui, c'est le devoir d'ingratitude. Pas de l'absolu. Pas de l'absolu. On va aller vers les 2 ans. En 2 ans, tous ceux qui méritent d'être récompensés, en tout cas, s'il y a 100 personnes, on aura récompensé au moins les 80, 85, 90. Ouais. Donc c'est bon. Permettez-moi maintenant d'avoir des gens en qui je crois
permettez-moi d'exercer, d'être moi-même ce que je pense d'être. Parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est que tout le monde, quand tout le monde parle, on dit non, c'est parce qu'il n'a pas la maîtrise, il n'a pas le coup de franche. Donc le même problème revient. Et moi je pense, en 2 ans, il a réussi à faire contenter tout le monde. Tout celui qui l'a aidé à avoir quelque chose, il n'est pas compétent, c'est pour l'aider, il a eu. Maintenant, laissez-moi pour les 2 années, comme Bokar l'a dit, parce que la dernière année, il n'y a plus de choses, il n'y a pas de boulot, c'est la campagne. Donc pour les 2 ans là, au moins permettez-moi d'avoir quelque chose que moi-même je présente pour notre intérêt à nous tous, parce que c'est quand même le parti, quoi qu'on dise. Oui, je suis d'accord avec ce que Tradam a dit, je l'ai rappelé tout à l'heure. Je pense qu'après avoir fait le bilan de 2 années d'exercice du pouvoir d'État lui-même, il va avoir les vrais résultats qu'il a eus. Sur cette base-là, ça va l'alerter. Effectivement, il va vouloir vraiment faire le choix de collaborateurs compétents à qui il va assigner une obligation de résultats pour pouvoir peut-être rattraper les 2 années où pratiquement il n'y a pas un bilan peut-être satisfaisant dans beaucoup de secteurs, en tout cas y compris les secteurs en tout cas qui lui tiennent à cœur. Je pense qu'il va faire ce sursaut. En tout cas, moi je crois. Et je pense que chacun va se mettre au travail pour pouvoir relever le défi qui se pose à notre pays. Merci Dr Amadou Hassan Bocar, merci Hussein Issa, merci Traoré Dauda, merci Dr Boutiga. Merci à vous également. Mesdames, Messieurs, d'avoir été notre Presse Plus cette semaine. Excellente suite des programmes sur la télévision Bouffour. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.